Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Salut à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Héloïse Pierre de Topla. Salut Héloïse. Salut Mathieu. Je suis ravi de te parler. Alors une fois de plus, d'ailleurs, je te parlais d'un échange que j'avais eu avec la fondatrice de Smallable et donc que j'ai eu en l'occurrence le jour où on se parle, c'était le même jour et c'était ce matin, donc Cécile Roderer et les deux m'ont été présentés par une personne que je remercie qui s'appelle Nicolas Bailly, pardon, j'allais écorcher son nom. Salut Nicolas, merci Nicolas, qui a notamment investi par le biais du fonds Ring dans une boîte qu'on a cofondée qui s'appelle WeFlash et qui se renomme désormais Ocus, ocus.com. Voilà, pour le petit instant autopro. Donc Héloïse, tu es encore assez jeune pour avoir fondé et vendu une boîte. Tu me disais à l'instant donc, que tu avais 26 ans. Est-ce que, pour commencer, je peux te proposer de te présenter ? Avec plaisir. Je te propose de te présenter pour pas me faire engueuler par Geoffroy Brigadier qui me dit voilà, vas-y. Du coup, moi, je m'appelle Héloïse. Donc, j'ai 26 ans. Je viens d'un petit village dans le sud de la France. D'accord. Le sud-est. Voilà, donc du coup, je suis à Paris depuis 10 ans maintenant. Et il y a 5 ans, j'ai créé donc ma société qui s'appelle Topla. Tu arrives à Paris pour les études ? Oui, c'est ça, pour mes études, ouais. Ok. Et j'en suis pas partie, malheureusement, mais bon, je suis toujours là. Et donc voilà, j'ai ma boîte depuis 5 ans et que j'ai cédé il y a 1 mois et demi. D'accord, tout frais. Tout frais. Ok. Donc cette boîte s'appelle Topla, tu l'as créée il y a 5 ans, tu dis ? Oui, c'est un peu plus de 5 ans, ouais. Donc quoi, t'avais 20 ans ? J'avais 21 ans. Ouais. Ok, alors c'est assez bizarre. C'est assez bizarre de se dire que tu as fondé ça à 20 ans ou 21 ans parce que c'est quand même à destination des parents, des enfants, de tous les deux. Oui, les jeux sont faits pour les enfants et je vends aux parents. Et c'est vrai que, toujours aujourd'hui, je n'étais ni enfant ni parent. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Oui, c'est ça. C'est que t'es quand même un peu entre les deux. Et peut-être que, je sais pas, c'est le fait d'être entre les deux, de voir que tu comprends mieux les enfants et les parents, j'en sais rien. Mais il y a un côté un peu... t'allais sentir le truc, quoi. Ouais, c'est marrant. Et c'est toujours la première question qu'on me pose. On me dit, et alors, vous avez des enfants ? La deuxième question, c'est, et alors, vous êtes prof ? Donc je réponds non aux deux, c'est toujours un peu gênant. Mais non, je donnais beaucoup de cours de maths, en fait, pendant toutes mes études. Donc j'étais quand même très, très proche des enfants et j'ai toujours été très proche des enfants. J'ai toujours monté beaucoup de projets sur les enfants quand j'étais jeune. Donc c'était un peu une évidence, quoi. T'as ton BAFA ? Non, j'ai pas mon BAFA. D'accord. T'étais pas... Moi, j'essaie de poser une autre question. Je suis jamais diplômée de quoi que ce soit, mais non, mais c'est tout comme. Oui. Donc tu es venu à Paris pour faire des études je pose des questions à la con comme tout le monde semble-t-il. T'es venu à Paris pour quoi du coup j'ai fait mes études à Sciences Po à Paris. Ok. Et en même temps je faisais une licence de maths à la Sorbonne, donc je suis montée à 18 ans. Ce que je veux dire, qu'est-ce que tu fais à Sciences Po si tu donnes des cours de maths ? Voilà. Ça, c'est la vraie question. Mais je continuais quand même en maths. Je faisais une licence de maths à la Sorbonne en même temps et en fait plus le temps passait, plus j'étais passionnée par les maths. Donc t'es arrivée à Sciences Po juste après le bac ? Ouais, juste après le bac, ouais. T'as eu l'admission en terminale, quoi. Ouais, malgré que je viens d'un tout petit village. Comme quoi, tu vois, tout est possible. Violent. Et donc tu t'es dit, Sciences Po, c'est pas grand-chose, du coup je vais me coller à un deuxième cursus en même temps. Alors non, je me suis pas dit ça, je me suis plus dit, mon Dieu, je vais devoir arrêter les maths, ça me rend un peu triste. Les maths, c'était un peu c'est toujours la bulle dans laquelle je comprends, il y a pas de, tu vois, c'est clair, quoi. Soit c'est juste, soit c'est faux. C'est pas l'interprétation. Là, puis tu vois, t'as eu 16, mais alors pourquoi t'as pas eu 20 ? Parce que c'était parfait. Mais non, mais 20, tu vois, on te le donne pas. En maths, t'as 20. Tu peux avoir 20, t'as 20 parce que t'as tout eu juste. Ouais. Et ça, c'est cool. Et ça me rendait un peu triste d'arrêter. Donc je me suis dit, ok, je vais faire une licence de maths en même temps. C'est vrai que j'ai eu une de mes grandes fiertés, c'est que j'ai eu une très bonne note en maths
au bac et que je suis sorti en me disant bah oui, bah c'est bon en fait. Tu vois, je le savais que j'avais. Tu vois, voilà. Et ça, c'est quand même. D'ailleurs, génial. j'ai pas eu 20 et j'ai pas compris pourquoi j'avais pas eu 20. Mais en l'occurrence, ça c'est vrai que c'est cool sur les maths. Par rapport à la philo, par exemple. Exactement. Mais bon, après, tu vois, à Sciences Po, j'ai quand même fait pas mal de philo et il y a un côté ultra plaisant aussi dans la philo, mais c'est quand même bien d'avoir les deux, quoi. C'est vrai. Et alors, raconte-nous juste comment tu avant d'arriver sur la fondation la création de Topla, donc t'arrives à Paris, t'as 18 ans? Ou t'étais précoce Non, j'étais pas, j'étais complètement normale. Okay. J'arrive à 18 ans de ma donc, campagne. Tu t'arrives de ta campagne à 18 ans, c'est toi qui le dis, hein, moi je me fais défoncer si je dis des trucs comme ça, soyons clairs. Déjà, si j'utilise province au lieu de région, je me fais défoncer, donc je viens de région, moi aussi, de ma campagne aussi, mais bon, il faut que j'utilise des bons termes, donc tu viens du fin fond de ton vieux village, voilà. C'est très bien, t'arrives à Paris, tu te fais donc en même temps Sciences Po, doc de maths. Ouais. Et je donne. Je fais deux choses pendant mes études, c'est que je donne déjà beaucoup de cours de maths. Pour te financer des choses. Ouais, payer mes vacances ou payer mes surplus, mes parents payer les études, mais voilà, juste pour que je puisse faire d'autres choses que juste les études. Et surtout parce que j'adorais donner des cours de maths. Et la deuxième chose, c'est que j'étais très investie à l'UNICEF quand j'étais au lycée. Et donc, je monte UNICEF Sciences Po au lycée, et donc ce qui me permet de, déjà rencontrer des gens incroyables, et de m'engager sur l'enfance, donc vraiment travailler, et on travaillait beaucoup sur l'enfance en France, donc beaucoup de politique sur l'enfance, de questionnements sur quelles sont les problématiques liées à l'enfance en France. Donc ça m'a vraiment suivi toutes mes études, quoi. Et du coup, tu suis tout ça, tu te fais ton arrivée, donc dans des engagements, tu parles de l'UNICEF, tu parles de toutes ces choses-là. Ça a joué, par exemple, pour rentrer à Sciences Po? Ouais, je pense que l'avantage de Sciences Po, et c'était vraiment ce que voulait Richard Descoings, c'est que tous les gens peuvent postuler tant qu'ils sont du talent, et le talent, c'est pas forcément être dans un bon lycée parisien. Et donc ouais, moi j'étais très très engagée, j'avais monté beaucoup de projets au lycée. Richard Descoings, qui était le patron, voilà, qui est vraiment une icône iconique, ouais, exactement, de Sciences Po. Qui a vraiment ouvert Sciences Po. Un super bouquin qui a été écrit, que j'ai lu, donc je retrouverai le titre. Oui, moi aussi. D'accord. Mais oui, voilà. Et donc, ce qui fait que, en fait, quand on avait un dossier, bon, il fallait avoir un bon dossier. Enfin, il faut toujours avoir un bon dossier, mais tout ce qu'on fait à côté et qui on est en termes de personnes, et c'est super important, en gros, la richesse qu'on va apporter à l'école, quoi. Et qui te met la puce à l'oreille d'aller à Sciences Po quand t'es au fond de ta campagne, comme tu dis? C'est marrant. Ma grande sœur avait fait Sciences Po. Qui lui a mis la puce à l'oreille, je ne sais pas, mais pour te dire, en terminale, je me souviens, un gars de ma classe me dit, ouais, j'ai entendu d'HEC. Et je lui dis, ah bon, mais c'est quoi l'HEC? Il me dit, bah non, mais c'est pas l'HEC, Louis, c'est HEC. Personne connaissait. Et quand je dis à ma prof, bon, je vais postuler à Sciences Po, elle m'a dit, ah, tu postules à Sciences Po Aix? Je dis, non, je postule à Paris directement. Ah non, mais tu sais, Héloïse, quand même, Paris, c'est difficile. Tu devrais d'abord postuler à Aix. Ouais, non, mais c'est ça. Bon, et au final, j'ai pas eu Aix et j'ai eu Paris, tu vois. Donc, mais c'est pour ça que je pose cette question, parce qu'on s'en rend pas bien compte. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais quand tu grandis, donc en région, dans des petites villes ou des villages, en fait, la voie normale, c'est, l'IUT, l'IUT de la ville, dans les petites villes non universitaires, éventuellement, il y a des IUT. Après, c'est la fac, éventuellement, donc la grosse ville de la région. De temps en temps, il y a des écoles de commerce ou peut-être des Sciences Po dans le coin, mais pas toujours. Mais souvent, c'est un peu ça. Et donc, ton conseiller d'orientation ou les gens comme ça, ils te disent pas, va faire même une prépa commerce, HEC ou voilà. C'est pas quelque chose qui est souvent recommandé. À la limite, on va te dire Cagne, Hippocagne ou Mathsup, Mathsp, mais pas forcément ça. Donc c'est pour ça que je pose cette question. Non, c'est une super question. Et puis moi, pareil pour les prépas, on m'avait dit postule à Thiers, à Marseille, alors que c'était pas du tout la meilleure. Et j'ai postulé dans des bonnes prépas parisiennes et j'ai été prise. Mais tu vois, heureusement que j'ai une famille incroyable et qui ont toujours eu beaucoup confiance en moi. Mais heureusement que je suis sortie de la région PACA par moi-même, quoi. Sinon, en PACA, tu restes en PACA toute ta vie, quoi.
Oui, parce qu'en soi, louable, il y a des gens qui sont très heureux. Ah non, c'est génial. Toute leur vie, hein, Mais ne donnons pas le mauvais message, mais on est tellement mieux à Paris. Non, pas du tout. Mais loin de là. Mais bon, si tu veux aller ailleurs, tu peux, quoi. Et c'est vrai que chacun trouve après midi à sa porte. Et c'est vrai que je vois beaucoup de Parisiens qui s'épanouissent à Paris ou de non-Parisiens qui s'épanouissent à Paris et vice-versa. Ok, donc et du coup, les maths en parallèle, les études. Déjà, juste une question technique, quand tu fais ça, tes bandes de potes, par exemple, ils sont dans les deux endroits. T'as pas de potes parce que t'as pas le temps. C'est vrai que j'ai un peu eu une vie sociale à Paris après mes 5 années d'études, mais non, au final, on était quelques-uns à faire ça, à faire ce double cursus. Ouais. Donc on était très proches les uns des autres. On était 12 à faire ça. Le même double cursus. Ouais, le même. Et on avait donc des emplois du temps soi-disant aménagés, mais parfois on avait 30 minutes entre deux cours, sauf qu'il y en a un qui est dans le 7e, l'autre dans le 13e. Donc on mangeait dans le métro. Donc c'était très calibré et assez dense, mais ça se fait. Hein. Et c'est combien d'heures de cours ? Je crois que c'est 36 heures de cours. Sans parler du boulot en dehors des cours et tout. Ah ouais, en fait, c'est 18 heures dans chaque. Donc, c'est chaud. Ouais, c'est pour ça que je te dis, j'ai pas beaucoup connu les boîtes de nuit à cette époque-là. Et donc, avec tes 36 heures de cours, plus tes heures de cours, de petits cours pour les études, les jeunes, et voilà, tu te dis là aussi, bon, c'est pas assez, au bout de 2 ans, ouais. Et tu te dis, tiens, je vais créer une boîte. Ouais. Je me dis pas ça exactement comme ça. Entre-temps, j'ai une 3e année à l'étranger où je pars 1 an en Indonésie. D'accord. Pour les études ? Pour les études, ouais. Et là-bas, je montais beaucoup de vidéos, je prenais beaucoup de témoignages sur la vie des femmes, la vie des enfants, etc. Je montais pas mal de micro-projets assez liés à l'éducation. Et donc, en rentrant, je rentre en master. Et là, je me dis, bon, je vais prendre un master en plus de Sciences Po sur la pédagogie. Et là, par contre, je prends l'université en face de Sciences Po. Donc, vraiment, rue des Saints-Pères, c'était en face. D'accord. Et donc là, je fais un master en sciences de l'éducation, en même temps qu'on master à Sciences Po. Et c'est en master 1, en fait, où je me dis, OK, je continue de donner des cours de maths. J'hésitais entre faire l'ENA, préparer l'ENA ou pas, parce que j'étais pas mauvaise en cours. Donc, si je m'étais donné les moyens, je pense que j'aurais pu avoir les capacités d'avoir une carrière... dans l'administration. Et donc, je commence à récolter pas mal de témoignages de personnes qui travaillent dans l'administration. Et je me dis, oulala, je suis pas sûre que ce soit pour moi, c'est assez figé. Et j'avais envie de monter un truc, quoi. Dans le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, voilà. Tout ça, non ? C'était pas trop ça. Puis moi, j'ai toujours monté des trucs. Donc, j'avais jamais monté d'entreprise, mais j'ai toujours monté des projets. Et je pense que la chose que je sais le mieux faire, c'est rassembler des gens et voilà, bien m'entourer, quoi. Pourquoi t'as monté, enfin, je sais pas, tes premiers projets, tu te souviens, peut-être très jeune ou les... je crois que le premier projet, j'avais monté au collège en 6e, je faisais pas mal de bagues Swarovski. Je sais pas si t'as suivi cette tendance, mais... je vois ce que c'est à peu près, voilà. Mais ouais, d'accord. Et donc, j'avais monté un club de bagues au collège où les gens me donnaient de l'argent et j'achetais les perles. Perles, d'accord, je vois. Entre midi et 2. Donc ça, tu vois, ça m'a duré de la 6e jusqu'à la 4e. Tu les vendais ? Je vendais des cours, en fait, entre midi et 2. D'accord. Je sais pas comment le principal m'a laissé faire ça, parce qu'il y avait vraiment un échange d'argent entre nous. C'était un peu n'importe quoi, mais écoute, c'était ma première expérience. Puis après, j'ai été à l'UNICEF, en fait, très très jeune, et j'ai monté des projets à l'UNICEF. Enfin voilà, je très très investie à l'UNICEF. Et toujours ? Ouais. Aujourd'hui, un peu moins. Okay. La boîte, c'est assez... c'est encore plus violent qu'un double cursus. C'est vrai. Donc, voilà. Mais ouais, et du coup, tu vois, en master, c'était un peu une évidence qu'il fallait que je monte mon truc. Après, c'était un peu inconscient. Je m'étais jamais dit que j'allais monter une boîte. Je savais que j'allais monter des trucs, mais une boîte, je l'ai appris plus tard et c'était quand même bien différent, quoi. Je reviens rapidement sur ce double cursus, parce que je trouve quand même que c'est quelque chose que j'admire. Si on analyse un peu juste ça, tu dis c'est largement possible. En fait, c'est possible parce que moi, j'adore analyser le temps, en fait. Le temps que tu passes sur des choses, et voilà. Donc, par exemple, pour moi, ce podcast, il a bouffé du temps sur principalement mon temps sportif de la semaine. Donc, je fais moins de sport qu'avant parce que j'ai cette nouvelle passion, et du coup, il faut que je l'assouvisse d'une manière ou d'une autre. Toi, sur tes années d'études, c'est le côté social, les amis. En fait,
tu n'avais pas ce temps-là. C'est-à-dire que tu peux pas faire un double cru. Parce que je veux dire, quelqu'un de normalement constitué qui va à Sciences Po, il a déjà bien assez de travail pour pouvoir aller au cinéma et peut-être aller boire un coup de temps en temps. Quand tu te rajoutes un deuxième cursus, en fait, tu t'arrives à dormir 6, 7, 8 heures par nuit. Ouais, l'avantage, c'est que j'étais jeune, donc à 18 ans, t'as la capacité de dormir 6 heures par nuit et de bosser comme un acharné. Aujourd'hui, je pense que ce serait beaucoup plus difficile au niveau intellectuel, ça serait plus difficile. Mais oui, c'est vrai que je connaissais aucun bar dans Paris, j'habitais à Ivry-sur-Seine, donc honnêtement, j'ai connu Paris en montant la boîte, quoi. Mais par contre, le groupe de 12 qu'on était, on était très proches. Donc, j'avais quand même cette nourriture sociale très forte et je suis très attachée à ma famille. Donc, j'avais quand même un équilibre social parfait. Mais oui, c'est vrai que les expos, tout ce qui est culturel, sportif, je t'en parle même pas. Oui, non, j'ai pas touché au sport pendant mes études. Oui, on faisait que bosser, quoi. La bibliothèque de 8h à 21h. Et entre-temps, t'as les cours, quoi. Oui, ça, c'est la bibliothèque le samedi, la bibliothèque le dimanche. Tous les jours. Tous les jours, ouais. Donc c'est possible, mais c'est un sacerdoce quand même. Ouais, c'est un sacerdoce. Puis tu vois, le Sciences Po finit fin décembre. Donc t'as les examens de Sciences Po donc, du 10 au 20 décembre. Et après, les Sciences Po sont en vacances pendant un mois. Sauf que toi, t'as les examens à la fac du 2 janvier au 20 janvier. Et donc en fait, tu as un week-end de vacances ou parfois 4 jours de vacances entre les deux. Mais tu bosses. Donc, et tu fais que bosser, t'es en examen, donc t'es super... Mais bon, ça se fait. Hein. Et ouais, ça se fait, tu l'as fait. Et sur les 12, vous avez tous plus ou moins réussi Les 12, c'est ceux qui ont réussi. On était 18 au début. D'accord. Il y en a qui explosent en plein vol ou qui... Ouais, c'est quand même... ça demande beaucoup de travail. Ouais. Mais je pense que c'est comme une boîte. Il y a des personnes qui se rendent pas compte qu'une boîte, c'est un engagement, un engagement corporel intense. Il faut être quand même câblé pour, quoi. Oui, il y a des métiers potentiellement plus cool que d'autres, même dans des métiers d'entrepreneur, mais en l'occurrence, pour beaucoup de les créations et les lancements, c'est quelque chose de double full time, quoi. Ça, c'est clair. Et alors, du coup, quand tu finis tout ça, quand tu avances tout ça, tu lances Topla en parallèle. Je suivais un cours d'entrepreneuriat à Sciences Po. Il y a un seul cours qui est le jeudi de midi à 14h. Et le prof nous demande de faire un teaser à la fin du cours. C'est un entrepreneur qui a Jacques-Henri Hérault. D'accord. Qui est aujourd'hui le président de l'OM. D'accord. Qui est quelqu'un d'incroyable et le meilleur prof que j'ai vu de toute ma vie. Qui nous dit, faites un teaser sur une boîte que vous voudriez monter. Et donc, je fais un teaser sur Topla, qui s'appelait avant Décliquer des trucs. Et il m'écrit un email le 24 décembre en me disant « Héloïse, ton projet est excellent, parlons-en à la rentrée ». Et là, je me suis dit « Ok », donc c'était en 2013, je me suis dit « Ok, let's go, on y va ». Je me lance. Et après, cette même personne m'a dit, écoute, dans 2 mois, il y a un Startup Weekend à Polytechnique. Donc, c'était les débuts des Startup Weekend. Enfin, bon, ça existait déjà, mais en France, c'était assez... Et il me dit, écoute, je te file le billet, vas-y. Donc, c'était en mars. Attends, et ce pitch, c'était quoi, donc, avant Noël? Le pitch, c'était 40% des enfants qui rentrent en 6e ont des difficultés en maths. Il y a aucune solution qui existe. Les trucs de mathématiques sont horribles, sont moches et c'est scolaire et personne n'a envie de les ouvrir. Moi, je vous propose des activités manuelles pour les enfants. C'est ultra simple. Vous, en tant que parent, vous avez rien besoin de faire. C'est tout clé en main et vos enfants vont apprendre les mathématiques par le toucher. Donc, on va faire de l'origami pour aborder la géométrie, de la cuisine pour les multiplications, de la peinture pour les fractions. Et voilà. Et à l'époque, c'était sous forme de box. Donc, c'était 1 par mois à 19,90. Et voilà. D'accord. Et dans le pitch, t'avais, tout ce que tu mettais, t'avais en tête les mois que tu voulais faire, la peinture, ou c'était très conceptuel et tu disais je me démerderai? Ça, de ces 5 dernières années, le contenu n'a jamais été un problème. J'ai aucun problème pour créer du contenu pour les enfants. Je vois assez bien ce dont ils ont besoin. Non, ça n'a jamais été un problème. Je savais à peu près ce que je voulais faire, ouais. Donc ce truc est vraiment le fruit d'années de petits cours et de fréquentation d'enfants et de te dire attends, je dois le prendre par un autre bout parce que c'est pas le bon bout. Ouais. Alors on dit souvent, j'ai entendu ça récemment, qu'en France en fait on n'apprend pas les maths aux enfants de la bonne manière. Ce qui est assez bizarre parce que pourtant, comparativement à d'autres pays,
on est un pays de D'excellence. matheux et d'excellence et d'ingénieurs et de Mm. choses comme ça. C'est reconnu d'ailleurs dans la tech beaucoup. Donc il y a quand même, alors nous on a aussi une boîte en Tunisie et la Tunisie, alors par un passé un peu colonial, hein, je sais pas si c'est vrai dans tout le Maghreb, mais je peux parler de la Tunisie puisque je connais un peu plus. À ce parcours, c'est-à-dire que l'excellence, c'est les maths. C'est voilà, le mieux, c'est Polytechnique. Le business, c'est pour les cons. J'exagère un peu, Non, mais c'est mais les oui, marchands c'est ça. de tapis Non, mais... et voilà. Et en fait, le parcours d'excellence, c'est les gens. Si tu veux faire plaisir à tes parents, bon, tu peux être avocat, mais quand même, si t'es un ingénieur et que t'as fait des maths, Ouais. c'est quand même un truc très et malgré ça, en fait, on apprend à l'envers aux enfants. Ben, en fait, on apprend à l'envers pour la majorité des enfants. Mais c'est la grosse problématique en France, et c'est ce que montrent toutes les études de l'OCDE, c'est que on est excellent pour les excellents. Donc Okay. des profils comme moi, j'ai eu aucune difficulté en mathématiques. La manière dont on me l'a apprise, c'était sans doute la bonne. Le problème, c'est qu'on laisse tellement d'enfants sur le carreau, et surtout, en fait, là où moi je suis le plus en colère, c'est que on bloque les enfants. C'est ça, parce que ce que je lisais, Tu vois moi en fait, j'ai toujours adoré les maths aussi, donc qu'on disait un peu en intro, on a semble-t-il ce point commun. Même s'il y a un moment où, en fait, sur la physique ou un certain nombre de choses, ça m'a saoulé parce que ça devenait un peu abstrait et qu'en fait, tu vois, il y a un truc où, voilà. Mais je me souviens des fonctions affines et je peux te coller à un truc, tu vois, parce que je trouvais ça, je dirais pas fun, mais logique, Ouais, comme ouais. tu le dis. Il y a un côté très, bon, attends, tu me parles d'un truc que je comprends. Soit. Mais il semble qu'en fait, on dégoûte beaucoup d'enfants des maths et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et Comment ? En fait, la problématique, c'est que pour beaucoup d'enfants, il y a besoin d'apprendre de manière différente et qu'il y a besoin de choses concrètes. Et moi, les élèves que j'avais, moi, tu vois, j'avais des élèves très vieux, hein, parce que je préparais au bac beaucoup. Donc, j'avais des élèves en grande difficulté. Et les élèves que j'avais, je devais revenir à expliquer ce que c'est que le signe égal. C'est-à-dire qu'un enfant qui comprend pas que quand tu mets un d'un côté, et il faut mettre aussi un de l'autre côté, et qui se trompe parce que il a compris qu'il fallait faire ça, donc parfois il met un moins sans faire exprès, ça veut fondamentalement dire qu'il n'a pas compris ce que veut dire le signe égal. Donc en fait, depuis le CE1, il ne comprend rien aux maths. Il applique des choses qu'on lui dit, mais dans son esprit, ça ne veut rien dire. Alors que en CE1, on devrait te dire, un signe égal, c'est comme une balance, viens, on va faire une balance, on va mettre des trucs. Et là, toute ta vie, dans le signe égal, ce sera comme une balance parce que tu as joué avec quand t'es des gamins. Et tu peux faire ça pour toutes les notions mathématiques. Et une fois que tu as collé une image mentale dans la tête des mômes, eh ben, ils sortent du CM2 et là, ils peuvent commencer l'abstraction et à commencer à parler de choses plus complexes, etc. Mais au moins, ils ont des fondements qui sont imagés, qui sont concrets, qui leur conviennent. Moi, c'était vrai. Enfin, c'est toujours. C'est bon, je te book pour les cours de mes enfants à partir du CM2. Malheureusement, je ne le fais plus. Non, je vais trouver. Il y a tout a un prix. D'accord. Non, non, parce que moi, c'est vrai que ce que tu dis, c'est une sorte de révélation. Je veux dire, moi, je vois ce que c'est le signe égal et en effet, cette côté de balance, tout ça, ça me parle complètement. Enfin, mais j'arrive pas à voir. Mais en effet, j'ai vu des gens autour de moi qui avaient une sorte d'allergie totale. Et je me dis, j'ai du mal à comprendre comment, en fait. C'est comme du jaune, c'est du jaune, en fait, quoi. C'est fou. Et la problématique, c'est que les profs de maths, donc t'as les enseignants, donc on a à peu près 80% des enseignants donc de primaire qui n'ont pas fait de maths depuis la terminale, donc qui sont eux-mêmes des personnes qui sont pas forcément en confiance en mathématiques. Et après, on arrive au collège où là, on a des experts des maths. Et qui ne comprennent pas, exactement ce que tu dis, qui ne comprennent pas qu'un enfant ne comprend pas. Parce qu'on leur a pas expliqué comment on fait quand un enfant ne comprend rien. Donc, il y a un peu, tu vois, un problème, quoi. Et bon, les éditeurs classiques sont pas des personnes qui innovent dans les mathématiques. Je veux dire, ils ont les mêmes manuels depuis 92. Alors toi, tu t'es dit que tu allais régler ce problème, ou en partie le régler. Voilà. Et alors, ce qui est assez marrant, alors déjà, bon, on revient là-dessus, c'est vrai que c'est bizarre parce que tu parles, bon, alors maintenant on comprend pourquoi, hein, t'avais pas d'enfant, mais tu avais suivi ce cursus de prof de maths, voilà. Ce qui est assez intriguant finalement, c'est qu'en 2013 déjà, quand tu lances ce truc, tu repartes sur un jeu, et c'est très bien, mais qui est pas, enfin, la logique aurait pu dire je vais faire une appli iPhone, quoi, ou Android, ou Apple, ou iPad, ou je sais pas quoi. Et on me l'a aussi tout le temps dit, et je pense que... Arrête de dire ça, tu décrédibilises mes questions, c'est pas possible. Pas du tout, mais vraiment ce qu'on me dit, on me dit, mais pourquoi parce que moi vraiment, je vendais du papier, quoi. Ouais. Donc on va faire de l'origami, les gars. Mais la problématique, c'est que honnêtement, swiper sur un écran
n'a pas du tout la même connotation pour les enfants que de construire quelque chose. Et il y a vraiment besoin des deux. Et la problématique, c'est qu'il y a des gens brillants qui font des super choses en application, notamment la Khan Academy, etc., qui pour moi innovaient comme il fallait l'innover. Et en physique, il y avait rien. Et je me suis dit, mais attends, mais on peut pas avoir une éducation 100% digitale. Ça serait n'importe quoi. Ça serait horrible. Donc il faut des gens qui permettent aux enseignants et aux parents d'être à l'aise avec des choses physiques, parce qu'il y aura toujours du physique dans nos vies, quoi. J'avais rencontré, et j'ai parlé pas mal avec eux, j'aimais beaucoup leur projet, un truc qui s'appelait MyBly Math. Je connais bien Laetitia. Laetitia, exactement, et je trouve ça assez chouette quand même. Alors ça, c'était sur une appli, je crois que c'était que iPad au moment où je l'avais vu, je sais pas si ça a évolué depuis. Non, depuis ça a évolué. Et MyBly, c'est bien parce que, alors, il y a quand même le côté sympa sur l'iPad, c'est que, en fait, quand t'as des enfants, au bout d'un moment, ils veulent toujours avoir ton iPad. Et quand tu leur dis, ok, d'accord, tu peux prendre mon iPad, mais t'as le droit que d'ouvrir MyBly et pas Netflix, quoi, en gros, ou YouTube, évidemment. Et là, ils sont contents parce qu'ils se disent, bon, c'est cool, je peux jouer avec l'iPad. Il y a un côté un peu jeu. Donc finalement, il y a cette côté, c'est cool, j'ai gagné le droit d'utiliser cet iPad. Et toi, tu as ce côté, dire, ils vont pas être comme des idiots devant leur truc, la bouche ouverte avec le filet de baffe, quoi. Et donc c'est vrai que j'aimais bien cette démarche. Mais toi, tu te dis, attends, faut aussi du concret. On en a devant j'en ai sous les yeux là. Donc ça, c'est la suite de Topla, de la collection Topla. Donc toi, tu commences sur ces projets. Donc l'idée, c'est que tu lances donc en février. Du coup, je fais le Startup Weekend de Polytechnique en mars 2014. Qui t'apporte quoi? Qui m'apporte. J'étais quand même toute seule. J'avais Sciences Po et le business, c'est quand même pas donc j'étais toute seule. J'avais un cube en origami dans la main. J'arrive, je pitch mon truc et là je me retrouve avec une super équipe pendant tout le week-end et on remporte. Des polytechniciens, donc. Ouais, des polytechniciens et aussi des commerciaux, des designers. Okay. On était 9 et on remporte le premier prix de Polytechnique, du Startup Weekend de Polytechnique, et ça a été vraiment le tremplin où je me suis dit, ok, donc il y a des gens qui comprennent, il y a un engouement, et surtout vu que c'était le début des Startup Weekend, ça a eu un gros prix, on a un gros retentissement, et surtout je me fais accompagner par des gens brillants. Non mais c'est assez intéressant de se dire que tu as le premier prix là-dessus. Avec une idée aussi. Non mais tu vois, je veux dire une idée à la con comme ça. Non mais tu peux. Tout le monde me dit ça. Arrête de dire ça. Non, j'ai pas dit ça. Tu es le premier. Non, c'est pas une idée à la con. Je n'ai pas dit ça non plus. Je dis juste que t'es à Polytechnique, dans un endroit d'excellence de la technique, avec des espèces de brutes, qui font des maths, qui ont vocation à finir, des robots qui finissent patron de Sagem ou de je sais pas quoi, de France Télécom et de trucs comme ça. Et toi, t'arrives avec ton petit jeu de cartes ou c'est pas encore les jeux de cartes, mais un cube en origami. Ton cube en origami, et tu gagnes le truc. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, what the fuck c'était que des parents dans le jury et ils se sont tous dit, bah ouais, en fait, mes enfants, ils galèrent en maths et je sais pas comment leur expliquer. Et les applications, ça sauve pas tout. Les enseignants, ils y arrivent pas. Ouais, elle a raison. C'est pas con son truc. Et c'est vrai, en plus, je veux dire, toutes nos activités en maths ont toujours fonctionné. Ça marche très bien au niveau pédagogique. C'est vraiment ce qu'on fait, c'est bien. Donc ça a fonctionné et tout au long de Topla, on a gagné énormément de prix parce que on arrive à parler. Et je pense qu'il y a une vraie sincérité aussi dans ce qu'on fait. Tu dis on était 4, donc on était 9 au Startup Weekend. Il y en a 3 gars qui continuent avec moi. D'accord. Aujourd'hui, je suis toute seule. 3 mecs. 3 mecs, ouais. D'accord, qui rentrent, vous créez la boîte à 4 ? On crée la boîte à 4, ouais. D'accord, donc c'est ton idée ? C'est mon idée. C'est toi qui veux la porter ? T'es majoritaire ? Ouais, je suis majoritaire. Et eux, ils viennent... Donc, il y avait un commercial qui était plus âgé que moi et 2 designers. D'accord. Et je pense que c'est... Tu vois, quand tu dis mais qu'est-ce que ça t'a apporté, Polytechnique, ça m'a apporté la confiance de me lancer, quoi. Ok. Donc, tu crées la boîte juste après ? Ouais. On crée la boîte juste après et on commence à vendre en fait le jour même, quoi. Enfin, on commençait déjà à vendre. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais on a toujours vendu à des parents. Et c'est quoi, ils s'abonnaient comment alors ? Ils s'abonnaient. On avait un site WordPress et on faisait les boîtes nous-mêmes. Donc on était à l'incubateur de Sciences Po, on recevait des tonnes de cartons, on mettait tout dedans. Enfin, ça a duré longtemps cette période de. On fait tout nous-mêmes, mais ouais. Do it yourself. Ouais, vraiment, très do it yourself. Comment alors attends, juste parce que tu fais ce site, il est mis en ligne quand ? Ça devait être en mai.
D'accord. Ouais. Juste après, tu te Ouais, dis, juste première après. chose, je mets le site en ligne. Ouais, on met un site, on teste. On voit si ça vend, puis si ça vend, je me démerde, quoi. Exactement, ouais. En ligne. Et donc là, ça commence à vendre et on ship la première box, tu vois. On fait un petit crowdfunding en juin de 3 000 € pour payer la première box. On gagne un concours en juin de 3 000 € aussi. Donc Parce que vous aviez pas d'argent, hein. Non, on avait 0 argent. Moi, j'étais étudiante et alors vraiment, j'avais vraiment aucun argent. Donc on monte avec vraiment pas grand-chose. Après, c'est quand même un truc où j'utilise ces termes en BFR ou en besoin en fonds de roulement ou en cash flow, donc cash flow positif quand même, parce que les gens normalement payent et t'expédient après. Oui, alors là, on peut se dire ouais, super. Sauf que en fait, t'as des minimums de commandes. Et sauf que moi, je faisais des box avec à peu près 15 articles dedans. Donc j'ai 15 articles en 500 exemplaires et au début, j'en vends 100. Donc chaque mois, je me retrouve avec 400 box que je ne vends pas. Et l'idée, c'est que quand je m'abonne au mois de mai, je reçois la box du mois de mai, ou quand je m'abonne au mois de mai, je reçois la box numéro 1. Alors, au début, c'était quand tu t'abonnes au mois de mai, tu reçois mai, juin, tu reçois juin, etc. Donc là, tu as plein de résidus. Voilà, c'était l'horreur. Puis après, on a fait, quand tu t'abonnes en juin, tu reçois la box 1. Ouais. En juillet, tu reçois aussi la box 1. Et puis après, on a arrêté les box. D'accord. Au bout de 2 ans, on a arrêté les box, en changeant de format, de trucs, etc. T'es monté à combien de box au total ? On est monté à 700 box par mois. 700 abonnés, donc ok. Mais c'est quand même c'est un business model qui demande énormément de cash en acquisition. C'est vraiment que de l'acquisition, quoi. Et c'est surtout en ligne, c'est quand même un business où pour amortir ton coût d'acquisition, faut être bien câblé, quoi. Ouais, en effet, on a lancé, ou au moment où on parle, je sais pas s'il sera lancé, mais un autre podcast qui s'appelle Le Panier, qui fait qui est un podcast sur le e-commerce. Okay. Et j'ai eu la chance d'échanger avec la directrice opérationnelle de My Little Box, qui est une Sciences Po également d'ailleurs. Tu la connais ? D'accord. Amandine ? Non. Oui. Je la connais pas, mais elle était venue au cours pitcher le concept. Je cherche comme vous le voyez, j'ai une mémoire de poisson. Et du coup, en fait, eux, ils sont montés très vite à plus de 10 000... non, c'est Anna Webank. Voilà. Et donc, du coup, ils sont montés très vite grâce à leur newsletter, à plus de 10 000 box expédiées. Donc, c'est un truc de ouf. Je veux dire, mais eux, leur acquisition, donc ce qu'on appelle le coût d'acquisition, c'est comment avoir des nouveaux clients. La promotion, la publicité, le marketing, etc., etc. Donc, toi, très vite, quand tu es dans un business de box, tu sais que un nouveau client te coûte X et te rapporte Y, quoi. Ça, et aussi, ce qui a été notre problématique, et qui l'est toujours, c'est que on fait un produit qui est top, à destination d'enfants, c'est le parent qui achète. Donc je suis pas du tout sur un produit d'impulsion comme My Little Box. Et puis c'est quelque chose d'éducatif. Et surtout, c'est un truc mathématique. Ouais. Or, 90% des achats sur les enfants sont faits par des femmes, et ce sont les femmes en majorité qui détestent les maths. Donc en fait, je veux faire acheter quelque chose à une maman qui elle-même déteste les maths et préfère ne jamais en entendre parler sous sa maison, sous son toit, parce qu'elle a été traumatisée des maths quand elle avait 10 ans. Et elle se dit, les maths, c'est à l'école. Et du coup, pour réussir à convertir cette personne, ce parent, c'est long et douloureux. Et ça a été vraiment notre... Et après, en plus, donc faut que tu lui donnes des cours de maths à elle, peut-être. Ouais, non, mais... en tout cas, il faut la rassurer, lui montrer qu'on est cool, qu'on est sympa, qu'on n'est pas prise de tête, que ça va bien se passer. Le père a peu d'impact là-dedans ? Le père a peu d'impact dans l'achat de la famille, encore aujourd'hui. Donc voilà. Après, en salon, donc pour contourner un peu ça, on a fait énormément de salons, tous les salons de l'univers. Et en salon, quand j'ai un papa qui vient, c'est très facile de le convertir. La problématique, c'est qu'il y a très peu de papas qui viennent en salon sur l'enfance. Donc voilà, c'est un peu mitigé, quoi. Un papa, et surtout le papa de la petite fille qui a 6 ans à peu près, lui, il est prêt à acheter n'importe quoi sur les sciences. C'est exactement mon cas. Là, ma fille, je veux que ce soit une fusée en maths, quoi. Ouais, voilà. Là, je suis déjà converti, moi, tu vois, avant de te rencontrer. Ok. Louise, quand tu écouteras ce message, j'espère que tu seras une fusée en maths et que tu auras un quadruple diplôme que tu mettras à l'amant d'Héloïse. Donc, très bien. Et alors, tout ça avance. Tu crées Topla. En parallèle, t'es étudiante ? Ouais.
Alors, je suis étudiante. Donc, tu crées la boîte, vous arrivez, vous faites un apport ridicule parce que vous n'avez pas d'argent. Tu gagnes quelques prix, mais on parle quand même de que dalle, parce que 3 000 € plus 3 000 €, ça fait 6 000, mais tu vois, je suis fort en maths. Voilà, c'est ça, ouais. Et jusqu'en juillet 2015, je suis étudiante. Mais l'avantage, c'est qu'on était à l'incubateur de Sciences Po, qui est donc à 1 minute de Sciences Po, et que ils m'ont autorisé à faire mon stage en tant qu'entrepreneur. D'accord. Donc en fait, il me restait, j'ai eu le premier semestre qui a été très très dur, la fin de mon master 2, où là vraiment j'ai eu beaucoup de mal à gérer les deux. Et après j'étais en stage et c'était fini. J'avais plus que le grand oral à préparer. Mais t'avais pas des étudiants de Sciences Po en stage aussi avec toi, non? Si, beaucoup. Énormément. T'as embauché des stagiaires? Mais les 3 premières années de Top Là, ça a été que du Sciences Po. C'est pas mal, parce que le stagiaire de Sciences Po, normalement, il est pas mauvais. Ah ouais. Et puis surtout, on a quand même un produit et une mission qui est cool et qui a du sens. Et encore une fois, qui est assez sincère. Donc, ça a toujours été facile de recruter des personnes qui avaient envie de bosser dans l'éducation, faire quelque chose qui a du sens, etc. Donc, on trouvait assez facilement, ouais. Oui, en termes de valeur et de sens, c'était quand même sur un truc qui est un beau matériel. Ouais, c'était chouette. Et puis on est une boîte assez sympa, donc je suppose que c'était cool. Donc, jusqu'à 2015, tu finis tes études en 2015. Ouais. Donc là, vous êtes combien? C'est quoi? En juillet 2015, je fais sortir 2 de mes associés, qui étaient 2 graphistes. Donc quand tu dis je les fais sortir, c'est toi qui décides? Ouais, enfin c'est moi qui les pousse gentiment parce que je sentais que ça allait pas pour eux et que j'étais pas forcément à la bonne place et c'est en fait à la sortie du Startup Weekend, on était 4. Oui, t'as le truc. Ouais, et puis on était 4 jeunes, on s'était pas du tout posé la question si on allait travailler ensemble, qu'est-ce qu'on voulait faire. C'était assez inconscient en fait la manière dont on l'a fait, donc je les ai fait sortir, mais c'était pour le mieux pour tout le monde. D'accord. Aucune rancœur, ça s'est bien passé. Donc tu rachètes leur part techniquement? Je rachète leur part, ouais, et mon deuxième associé en rachète un petit peu. Okay. Donc il remonte aussi pas mal dans le capital. Donc là on est 2 et on recrute pour remplacer donc les 2 designers. On recrute une designer. Et du coup, mais tu fais combien de chiffre d'affaires à peu près à ce moment-là? On fait que dalle. Hein. On fait 30 000 € de chiffre d'affaires par an, quoi. D'accord. Oui, donc tu peux pas te payer. En plus, t'as pas de chômage. Je n'ai pas de RSA. Pas de RSA. Parce que mon associé avait le RSA, mais moi, j'avais pas 25 ans. Donc, j'ai rien. Donc, je donne encore des cours de maths. Et beaucoup. Ouais, là, j'en donne beaucoup. Donc, tu vois, j'avais des gamins tous les soirs de 17 à 20 heures. Donc, c'était l'horreur parce que à 16h30, il fallait que je parte du travail. 17 à 20h, j'avais mes gamins. Et après, à 20h30, j'étais à la maison et je reprenais. Ça se prépare des cours de maths comme ça ou t'arrives et c'est bon? Non, là, j'avais fait exprès de prendre des enfants de primaire. D'accord. Primaire, début collège. Non, ça va. Mais, et on lève, donc au bout de 6 mois comme ça, je dis, OK, il faut qu'on lève de l'argent. C'est pas possible, il faut que je puisse être à temps plein. Et donc, on lève de l'argent en mars 2016. Mars 2016, vous levez de l'argent, donc alors que vous faisiez donc 30 000 € à peu près sur l'année 2015, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est dur de lever beaucoup d'argent sur un modèle comme ça. Ouais, on a levé 300 000 €. Sur une valo à 1 million? Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça, ouais, un peu plus peut-être. Okay. Mais alors c'est dur et en même temps, encore une fois, on a toujours gagné beaucoup de prix et beaucoup de reconnaissance. On a énormément de presse. Ouais. On est très visible sur la scène éducative. Et ça transforme pas en business. Les gens, malgré ta visibilité, D'accord. Parce qu'encore une fois, je vends pas le nice to have, quoi. Je vends pas le t-shirt un peu canon que t'as vu sur un mannequin. C'est un peu plus complexe que je vends quelque chose où tu vas devoir un peu t'engager. Ouais, surtout c'est ça. Il y a le côté qui fait un peu peur aussi. Tu sais pas trop. T'attends de voir si ta copine elle l'a essayé. T'es toujours sur le business de boxe là? Ouais, on lève sur le business de boxe, mais on commence à vendre en magasin. Ok. On commence à vendre en magasin et à ce moment-là, on commence à signer avec le gros que je voulais absolument, qui est Nature et Découverte. Ok. Et juste pour revenir sur ce business de boxe, il marche? Je veux dire, est-ce que il y a le client, enfin d'ailleurs le fils du client ou de la cliente plutôt, ou la fille, est-ce que il y a un avant-après? Je veux dire, tu arrives à quantifier, à dire les gens les jeunes, les enfants qui passent là-dessus. Ouais, et c'est ça qui. Non, mais oui, c'est ça. Non, mais en vrai, et c'est pour ça que j'ai tenu toutes ces années. Hein, c'est que grâce aux enfants, parce que je le voyais de mes propres yeux qu'il y avait un avant et un après. Et il y a des enfants qui sont toujours là et qui continuent de venir aux tribus qu'on organise de temps en temps. Et je le vois, je me souviens de la manière dont ils sont quand ils sont arrivés la première fois, ultra timides, quand je leur parle de maths, ils se renferment, enfin, ils détestent ça, ils sont pas très bons.
Et puis après, il y a un moment où ils sont pas forcément 1000 fois meilleurs, mais en tout cas, ils sont en capacité d'apprendre parce qu'ils savent que les maths, ça peut être cool. Et c'est vraiment cette chose-là qui switch. Et ouais, pendant nos box, ça marchait très bien. Ils sont pas meilleurs, ils sont quand même meilleurs. Si, ils sont meilleurs, mais en fait, c'est aussi là le problème, c'est que moi, je peux pas dire comme Academia, plus 3 points dans ta moyenne. Moi, je travaille sur du très long terme. Moi, je débloque ton gamin. C'est peut-être que dans 3 ans, tu verras les fruits. Après, je sais que je vais te le débloquer. Mais t'attends pas à ce qu'il ait 19 à son prochain cours de maths. C'est pas du tout ce que moi, je fais. Je fais pas du bachotage, je redonne goût. Oui, c'est ça. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, le signe égal, par exemple, tu peux apprendre à quelqu'un qui comprend pas le signe égal à avoir 3 points de plus ou 10 points de plus en maths parce que tu lui abrutis la tête. Tu lui dis, tu mets plus 1, plus de deux côtés. Bon, bah, c'est facile. Ouais, ok. Mais il y a un jour, il sera bloqué ou il fera une erreur qui est débile et tu comprendras qu'il n'a rien compris, quoi. D'accord. Donc, c'était aussi la problématique, c'est qu'on vend quelque chose qui est très bon, où il y a un vrai besoin, mais où... marketingment parlant, c'est... pour ceux qui écoutent et qu'on pas forcément lâché sur cette histoire de maths et de choses parce qu'ils supportent pas les maths et que du coup ils supportent pas Héloïse qui comme moi aime trop les maths. Non, j'exagère un peu, j'ai à côté de mon frère qui est mon associé, je suis un matheux minable, mais ce qui est sûr, ce qu'on dit, c'est très important, c'est pas un détail. Le fait de autant sur plein de matières, peut-être que le fait de bourriner un peu sur certaines choses, bon, tu peux te dire c'est pas grave, j'ai acquis le truc, tant mieux. Sur les maths, il y a ce truc qui est vraiment de dire, une fois que t'as compris, ça part plus. Ouais, et ça peut changer entièrement ta vie sur vraiment plein de choses. Ouais, parce que les maths, c'est quand même un plaisir, quoi. Et tu crées le déclic et j'avais une de mes gamines, tu vois. Elle exagère peut-être un peu sur le plaisir, mais non, mais si, parce que tu vois, moi j'avais une de mes gamines qui était vraiment et on avait le même âge parce qu'elle avait redoublé 2 fois, donc elle était vraiment pas du tout à l'aise. Elle avait 2, je crois, elle était en terminale. Et un jour, je lui ai dit, écoute, viens, on va se balader, on va aller faire du shopping. Et on a fait des maths en faisant du shopping, en travaillant, c'était les soldes, etc. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé où elle s'est dit que elle pouvait être bonne. Écoute, elle a eu son bac avec 14 et aujourd'hui elle est comptable. Oui, mais c'est ça. Donc tu vois, c'est exactement ça. C'est que en revanche, les maths, quand tu as décidé que tu pouvais être bon et que tu allais comprendre, ça change. Mais surtout, j'ai une prof de droit qui avait commencé mon premier cours de droit en disant le droit c'est la vie, mais sur les maths quand même. Non mais je veux dire, si tu sais pas, tu peux par exemple pour être entrepreneur, c'est quand même compliqué. Je veux dire, moi aujourd'hui, surtout dans un monde encore plus digital. Avant le digital, il y avait toute la partie financière et comptable. Ça c'est quelque chose où quand même si tu comprends pas les maths, c'est compliqué. Un bilan, c'est pareil, hein, c'est une balance. Donc tu as un actif, un passif et voilà. Mais tu as aussi désormais toute la partie data, toute la partie qu'est-ce que c'est que des AdWords, on parle de coûts d'acquisition, on parle de voilà, tout est aujourd'hui donné que tu peux chiffrer par des 0 et des 1 en le poussant très loin. Donc du coup le monde actuel tout ce que tu essayes de régler, je pense, est un problème assez fondamental et intéressant de se dire en fait on va réapprendre plus qu'à être forcément bon, mais plus à aimer les maths. C'est intéressant. Alors après, tu es passé donc avec cet associé, tu fais cette levée de fonds auprès de qui ? Donc on a eu pas mal de petits business angels et il y en a un qui c'est Mouvement et Finance, le fonds de Monsieur Guichard, de Manutan. D'accord. Et lui, c'est lui qui met le gros de la somme. D'accord. Vous levez sur toujours ce modèle de box ou vous leur présentez autre chose ? Alors, on lève sur ce modèle de box et en même temps, moi, j'étais en train de monter un mapping des compétences de maths, un peu à comme l'a fait la Khan Academy, et où en fait, toutes les box étaient liées entre elles et qui te permettaient vraiment de voir où t'en étais et de progresser. Donc, aller vraiment sur la partie assez éducative de notre business. C'est là-dessus qu'on a levé. On a fait 6 mois avec ce modèle et puis on a complètement changé. C'est ça qui est génial, c'est que tu vas voir des gens, tu leur dis donnez-moi de l'argent, je vais faire ça. Puis 6 mois après, c'est la magie du voilà, pivot. C'est ça. Alors, mais heureusement, ils étaient contents qu'on fasse ça. Hein. Ce qui explique Marc Simoncini dans l'épisode que j'ai tourné avec lui, donc le fondateur de Mythique, de e-France, etc. C'est que lui, quand il est parti se faire coter en bourse, il a fait ça. Sauf qu'en bourse, tu as des engagements un peu écrits, etc. Donc tu lèves de l'argent et puis il dit je vais acheter des acteurs en Europe et puis le premier acteur qui l'achète,
c'est en Chine, tu vois. Et là, les mecs lui disent, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Et après, il va au Brésil, tu vois. Et du coup, le cours de bourse s'effondre, etc. Parce que les gens, il y a une rupture de confiance. Alors que, en fait, tu peux pas tout prévoir. Donc, c'est clair. Donc ce changement de données, c'est là où tu as donné lieu au Moon Project ou plus tard Non, le Moon Project, ça fait 1 an. D'accord. C'est assez récent. Non, en fait, les 2 années après, donc 2016 à 2018, on a vraiment vendu énormément en retail. Donc on a commencé à vendre chez Nature et Découverte, on a commencé à vendre chez plein d'acteurs assez chouettes. Parce qu'avant, tu vendais que donc des box, évidemment, en ligne. D'accord. Ouais, et là, on commence à faire du multicanal, quoi. On continue pas mal en e-commerce et en même temps, on vend 60% en retail assez rapidement. D'accord. Parce que c'est pas les mêmes volumes. Quand un Nature et Découverte te commande, t'es assez content. Ouais. Alors après, t'es assez content, mais il faut bien l'avoir prévu dans ton prix. Parce que le problème que j'ai déjà vécu en venant d'un produit web, moi c'est des bracelets en silicone. Alors j'avais de la chance, c'est que ma marge sur le bracelet qui était produit en Chine, gros problème d'empreinte carbone. C'est pas grave. Voilà. Ici, c'est moins grave. Oui. C'est plus grave maintenant. Après, à l'époque, on était moins. Mais le truc, c'est que sur un sachet qui devait me coûter 25 centimes dédouané, arrivé à Paris avec les frais de port, etc., je le vendais en ligne 6 euros ou 5,90 € TTC. Ouais. Donc finalement, j'avais une marge qui était juste phénoménale. Donc, t'es à plus fois 100 ou un truc comme ça. Non, à fois plutôt 20 ou 30, pardon. C'était plus hors expédition que j'étais presque à fois 100. Bref, tout ça pour dire quand je suis passé et que je les ai vendus chez Virgin ou à la Fnac, tu pouvais parce que tu faisais déjà presque fois 10 sur le produit. Mais c'est pas énorme parce que tu as des tas de coûts intermédiaires. En revanche, quand tu es habitué à vendre en ligne un truc où tu marges pas énormément et que tu dois le vendre à un intermédiaire à qui tu vas le vendre ton prix de vente final, en fait, eux, tu leur vendais à 8 € peut-être, ou quelque chose comme ça, non? Tu donnes 50% de marge hors taxe. Ouais. Sans compter le shipping. Ouais. Et surtout, sans compter, et c'est là où il faut faire attention avant de se lancer en grande distrib, sans compter les normes qu'ils ont. Et des choses bêtes qui te demandent parfois de restiquer tous tes trucs, des coûts annexes que tu n'avais pas du tout prévus et qu'au final, tu te retrouves à perdre de l'argent sur ta première commande, quoi. Donc c'est pas grave, fallait qu'on le fasse. Et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Et... Donc tu envoies combien de produits d'un coup là? Ils nous en commandent 3000. 3000 sur un truc que tu dois vendre 15 € en prix final, donc à eux je leur vends quelque chose comme 8 €. Ouais. Ok, donc 8 €, donc en effet tu fais quasiment ton chiffre d'affaires de l'année d'avant. Donc on double notre chiffre d'affaires que grâce à un acteur, quoi. Et après si ça marche, en plus les réassorts sont phénoménaux. Ouais, les réassorts sont phénoménaux, donc on se retrouve avec un deuxième réassort avant Noël, donc on est très content. Et puis après c'est aussi le problème de la grande distrib, c'est que tu comprends pas pourquoi ça sort pas. Ça a bien marché au début, puis après plus rien. Et là, c'est très très dur pour revenir. Donc heureusement. Parce qu'ils te renvoient les stocks que non, ils ont acheté. Okay. Ils achètent. Mais par contre, toi, le but du jeu, c'est qu'ils rachètent tes nouveautés, quoi. Ouais. Et si ça s'est pas bien vendu à un moment, voilà. De rupture de confiance. Ouais. Donc, mais c'est bien parce que Nature et Découverte, c'est une belle boîte et on a toujours été très proche d'eux. Donc, même malgré ce petit couac, on a continué à travailler avec eux. Donc, ça va, mais ça a été assez difficile quand même. On a dû resticker tout notre stock. Ça a été vraiment un peu l'horreur. Sur ta première commande, donc. Ouais. Ma première commande, en plus, moi, c'était mes premières vacances que je me faisais depuis que j'étais entrepreneur. Et je reviens de vacances et mon associé me dit, c'était lui qui partait en vacances, il me dit, écoute, j'ai reçu un appel de Nature et Découverte, il faut que tu ailles chercher la marchandise demain à l'entrepôt, il y a un problème. Donc je prends un camion, je vais à l'entrepôt et là ils me disent oui, votre logo CE. Tu prends un camion, donc tu vas louer chez Hertz. Je loue un camion chez Sixt en l'occurrence. Ouais. Et en fait notre logo CE faisait 4,9 mm au lieu de 5 mm, qui est la norme chez eux. Et donc je me retrouve à reprendre mes 3000, à acheter en urgence des stickers de CE 5 mm et de retout sticker toute la nuit pour les relivrer le lendemain. L'horreur absolue. Je sais, la nuit à faire ça. Heureusement que j'ai des super potes. Mais ouais, tu vois, ce genre de choses, une fois, pas deux, quoi. Maintenant, je peux te dire que... c'est chaud hein, quand même. C'est là où tu es content de vendre toi-même en ligne et d'avoir ta maîtrise aussi de temps en temps, même si, comme tu le dis, Nature et Découverte, c'est un bon partenaire. Ouais, et puis surtout, c'est un partenaire aussi qui t'offre de la visibilité. Les gens sont contents de savoir que t'es là-bas. C'est un super tremplin. Et donc, du coup, tu fais ces
deux réassorts, enfin ce premier envoi, le réassort, ça marche moins bien sur le deuxième. Ouais, ça marche moins bien, ouais. Et toi, tu es déjà en train de travailler sur tes autres produits? Ouais, on travaille déjà sur d'autres produits et là, on part un peu plus sur on continue tout ce qui est kit éducatif et on fait des jeux de société. Et on avait beaucoup aussi de magasins indépendants, de librairies. Donc, on s'en sortait pas trop mal là-dessus et on a toujours été en croissance, donc ça allait, quoi. On était bien. Donc, on continue comme ça à persévérer, à lancer de nouveaux jeux, etc. jusque 2017 où je me sépare de mon dernier associé, donc il y a 2 ans maintenant. Cowboy en fait. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question. Et là, on commence à travailler sur des produits beaucoup plus. On travaille vraiment sur la com, sur des produits qui sont beaucoup plus faciles à vendre. Toujours sur les maths et on essaye de garder notre excellence pédagogique, mais on essaye de devenir des marketeurs et plus des pédagogues, quoi. Revenons sur cette séparation du deuxième associé. Je suis désolé, c'est pas toujours les moments, mais c'est important aussi de partager ça un peu. C'est un truc qui se passe bien, relativement, moins? Non, ça se passe pas très bien. D'accord. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Ouais. Donc 2 ans que tous les deux. Enfin, que tous les deux. On avait une équipe, hein, mais non, ça se passe pas très bien et ça a été très difficile. Je pense que ça a été vraiment la chose la plus difficile de mon aventure entrepreneuriale. C'était quoi votre répartition de pas forcément de part, à la limite, on a compris que tu étais un peu majoritaire, mais dans le business? Dans le business, lui, il gérait tout ce qui était commercial et moi, je faisais à peu près tout le reste. Et beaucoup, notamment, tout ce qui était produit. Donc, ouais, je faisais tout ce qui était produit, tout ce qui était com, quand même. Ouais. Et puis tout ce qui était dealer avec les partenaires et tout ce qui est opérationnel aussi. D'accord. Si vous voulez voir juste tout ce qui est fait sur Topla, vous allez sur playtopla.com, playtopla.com, et vous voyez aussi tous les produits comme ça dont on parle. Et du coup, vous vous séparez parce que je sentais que lui, il était pas forcément très heureux. Ouais. Je le sentais pas présent et toi, t'étais heureuse? Moi, j'étais heureuse et surtout. C'était quand même c'est quelque chose qui me drivait. On est quand même dans un marché très dur. On n'a pas choisi le plus facile. Aucune boîte est facile, mais on n'a pas choisi le plus facile, quoi. Donc il faut que ça te porte, quoi. Faut que. Et toi, ce qui te portait, c'était quand même d'avoir un truc qui fonctionne derrière au final. Au-delà du chiffre d'affaires, c'était le fait de dire que le gosse ou la personne qui va utiliser ton jeu, il va progresser en maths, quoi. C'est peut-être aussi un peu le problème, mais je suis incapable de vendre des tableaux. Tu vois, à un moment, mon actionnaire voulait que je vende du produit éducatif. Non, en fait, moi, j'ai besoin d'innover là-dedans. J'ai besoin d'avoir un impact sur les gosses, quoi. Donc, et donc moi, j'étais drivée par ça, quoi. Lui, un peu moins. Je pense que ça l'intéressait, mais c'est pas non plus le sens de sa vie, quoi. Et puis, il était plus assez performant, quoi. Fallait qu'on se sépare. Et ça a pas été facile. Parce que c'est toi qui voulais qu'il parte parce que c'est moi qui voulais qu'il parte, ouais. Du coup, là-dessus, tu rentres sur une négo, tu lui rachètes ses parts aussi, je lui rachète ses parts. Comment tu lui rachètes ses parts? Avec quel argent? Ça tient encore une bonne question. Ma grand-mère me prête un peu d'argent et mon père, ma mère me prête un peu d'argent. Donc que tu leur dis je leur dis bon voilà. Allez, file-moi un peu de ce que t'as dans tes bas de laine ou sur ton matelas. Et puis, parce que je voulais pas que ce soit mes actionnaires qui rachètent et je voulais les racheter, quoi. Alors il en a gardé, il a gardé des parts, mais je lui ai quand même racheté la majorité de ses parts. Et du coup, j'ai continué en cow-boy solitaire. Tes parents, ta grand-mère, là-dessus, c'est de l'argent qu'ils te prêtent? Il y a un deal? Il y a un deal moral très fort qui est que quoi qu'il advienne, je vous rembourserai avant que vous mouriez, quoi. D'accord. Donc, ce que j'ai fait au fur et à mesure, je leur refilais un peu tous les mois et aujourd'hui, je leur ai complètement remboursé. D'accord. Et c'est quand même quelque chose d'assez fort aussi. Déjà avoir la force de sortir un actionnaire, s'il nous écoute, j'imagine que pour lui c'est pas toujours facile, mais même pour toi, c'est hyper dur. C'est ultra dur parce qu'en plus c'est quelqu'un que j'adore et on s'aime beaucoup. C'était humainement, on s'adorait. C'était ça le plus dur, en fait. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux entre nous, mais je lui ai fait beaucoup de mal. Et ça c'est... Enfin, de toute façon, je pense que c'est le plus dur dans le management, c'est que parfois tu dois dire des choses très dures et tu sais que ça fait du mal à la personne. Et ça c'est difficile. Mais en même temps, rationnellement, pour la boîte, c'était ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est compliqué parce que on va te dire que tu es sur des décisions comme ça
j'allais dire un salopard, alors Ouais, une connasse, ou je sais pas, que t'es injuste, que c'est dégueulasse ce que tu fais, que machin, etc. Alors que finalement, fondamentalement, la lâcheté, ce serait de pas le faire. Enfin, c'est une décision courageuse, quoi qu'il arrive. Je veux dire, tu fais pas ça par plaisir, non, c'est non, sûr. honnêtement, pas du tout. Et surtout, je pense que je lui rendais service, quoi. Ouais, voilà. ouais. Et aujourd'hui, je pense que même pour lui, c'était la meilleure chose qui puisse lui arriver. Il s'est fait un peu d'argent en revendant ses parts. Il a pu faire autre chose. Puis voilà, il est parti quand même digne parce que c'était quand même une belle aventure. Il est parti au moment où ça allait, où on avait fait 3 ans ensemble, où il allait pouvoir faire autre chose. Oui, t'as lancé une boîte, t'as levé des fonds, t'as rentabilisé quelque chose, etc. Ouais. Vous étiez rentable, vous avez été rentable Aujourd'hui, on est rentable. Ouais. Non, on n'était pas rentable à l'époque. Ouais. Pas du tout rentable. D'accord. C'était la catastrophe. D'accord. Oui, mais vous étiez aussi une société toujours en croissance. Et, d'accord. C'est quoi l'évolution au fil des ans, du coup, en termes de, justement, de chiffre d'affaires et de rentabilité? On fait à peu près x2, x3 tous les ans. D'accord. Et on devient rentable grâce en partie, c'est ça, au jeu The Moon Project qu'on a lancé l'année dernière. Et donc ça, ces jeux The Moon Project, tu sors un petit peu des maths cette fois-ci? Ouais, complètement des maths même. Alors là, quelque chose qui doit être une belle matière en termes de presse. Hein, ouais, là, c'est déjà qu'on était pas mal médiatisé, mais alors là, ça a dépassé l'entendable, quoi. parce que là, j'en ai 2 sous les yeux, j'en vois. Mais donc, t'es sur notamment la bataille, donc le jeu La Bataille, c'est la même chose, c'est ça ou pas du tout? Ouais, ça s'appelle le jeu de bataille, sauf que c'est plus le roi qui bat la dame. Voilà, c'est ça, c'est la bataille féministe. Voilà, donc, les jeux qui changent la face du monde. Voilà. Et donc là, c'est plus le roi qui bat la dame. On a gardé le système de RDV du roi, dame, valet. Ouais. Simplement que le R de roi vaut pour roi et reine, le D de dame pour duc, duchesse, et le V de valet pour vicomte, vicomtesse. Donc tu auras autant d'hommes que de femmes dans ton jeu. D'accord. T'as pas inversé la tendance. La dame on fait des jeux sur l'égalité. Donc d'accord. C'est quand même c'est vrai que c'est un trip. J'avais jamais réalisé que le roi battait la dame et que c'était quand même un peu chelou. Mais ouais, bon, après c'est l'histoire qui est comme ça et voilà. Mais c'est plus aussi un jeu qui permet aussi de se poser des questions, tu vois. Justement d'en parler, de se dire ah ouais, c'est marrant, est-ce que tu connais des reines qui ont été importantes, mais pourquoi c'est comme ça, c'est... Voilà, il y a le mémo de l'égalité et les 7 familles inspirantes. Tu peux juste donc les grandes femmes notamment. Tu peux justement nous dire un peu sur chacun. En fait, donc c'était en février 2018. Je vais à New York pour un salon et je me rends compte que là-bas, vraiment, sur toutes les librairies où tu rentres, il y a une table entière sur le girl power, etc. Et je me dis c'est fou, il y a aucun jeu. Aux US, aucun jeu. Donc en revenant, je dis ok à toute l'équipe, ok les gars, faut qu'on fasse des jeux. C'est pas possible. Puis nous, on avait beaucoup de problèmes aussi avec des parents qui avaient des réflexions du genre ouais, mais les maths c'est quand même plus pour les garçons. Ça me rendait dingue. Donc je me dis bon, les gens vont pas trop comprendre pourquoi on se met à faire des jeux là-dessus, mais c'est pas grave, faisons-le, personne le fait. Et donc il y avait 3 choses un peu identifiées. La première chose, c'est qu'on n'a pas de représentation de pouvoir au niveau des femmes, d'où le jeu bataille féministe. Le deuxième, c'est qu'on a très très peu de rôle modèle au féminin, d'où le jeu de cette famille. Le troisième, c'est que les enfants très jeunes les métiers sont très genrés. Notamment parce qu'en français, on féminise trop rarement les noms de métiers. Donc, ça permet pas forcément aux enfants de se projeter, notamment aux petites filles. Quel est le féminin du pompier, quoi? La pompière, ouais, voilà. Qui, en fait, est complètement logique, vu qu'on dit boulangère, pompière, c'est... Mais on le connaît trop peu. Et donc, du coup, voilà. Donc, ce jeu de memory, tu dois retrouver les paires de métiers. Donc, t'as 24 paires de métiers. Donc, t'as le plombier, la plombière, le danseur, la danseuse, etc. Et qui est un jeu aussi où il y a des personnes en situation de handicap, de toute morphologie, toute couleur, etc. D'accord. Et le jeu de cette famille, qui est vraiment celui qui a le plus fonctionné. Enfin, ils ont tous très très bien fonctionné, hein, mais celui-là qui a vraiment cartonné, qui est un jeu avec 7 familles de femmes qui ont changé le monde. Donc, t'as la famille des scientifiques, la famille des aventurières, des écrivaines, etc. Et voilà, donc on s'apprête à jouer aux cartes là devant. Ouais, voilà. Direct, hein, non, mais il y a des femmes que tu dois connaître, genre Frida Kahlo, mais bon, voilà, peut-être que tu connais pas forcément Yayoi, qui est incroyable. Ah si, je connais Yayoi, parce que Yayoi, parce que ma fille l'a étudié à l'école, figure-toi, et donc c'est pour ça qu'elle l'a. Et mon fils aussi d'ailleurs, en petite section de maternelle. Ah, trop drôle. Mais tu vois là, tu me donnes.
si j'ai Marie Curie quand même, mais ça doit être les scientifiques, j'imagine. Oui. Mais ouais, des noms qui me disent vaguement quelque chose. Ouais. Mais en effet, Frida Kahlo, là, il y a des choses. George Sand, bon, okay, on en connaît quelques-uns, mais quelques-unes. D'accord. Et donc là-dessus, succès à la fois donc médiatique, mais évidemment plus accessible par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Une maman achète plus facilement ce jeu. En fait, qu'un papa peut-être déjà. Là, alors non, tu vois, étonnamment, pareil, papa de petite fille. Là, banco, tu peux y aller. Alors là, papa de petite fille, d'une petite fille de 3 à 6 ans, c'est le carton, quoi. D'accord. Mais les maths, personne me disait que mon truc était nul, mais c'était difficile de convertir. Là, t'as des gens qui sont fondamentalement contre. Donc ceux-là n'achèteront jamais. Mais par contre, qu'elle nous fait chier avec ces trucs. Ouais, qui sont très durs, très violents, un peu hargneux. Tu vois, on a beaucoup de haters. Ça va. Voilà, exactement. Mais par contre, il y a une énorme communauté de gens qui adhèrent et qui n'ont aucun matériel pour en parler. Donc les gens qui aiment vont acheter. Et là, les gens qui adhèrent doivent adhérer jusqu'au bout. Et tu me dis, pour leur fille de 3 à 6 ans, ils doivent aussi l'acheter pour leur fils de 3 à 6 ans. C'est hyper important, j'imagine. Et on se bat pour qu'il y ait des garçons aussi qui l'utilisent. Alors, il y a de plus en plus, mais on se rend... Ouais, non, c'est pas encore ça. Mais le jeu de memory, beaucoup plus, notamment parce qu'on a des métiers aussi qui sont assez féminins et qui peuvent être aussi pour les garçons. Je monte assez peu ce podcast et c'est là où j'aimerais bien un jingle pour qu'on parte sur un débat sur la théorie des genres. Mais là, je vais tellement me faire rétamer la gueule que du coup, je ne vais pas là-dessus. Dieu m'en préserve. Je vais sortir Dieu aussi de tout ça parce que je ne veux pas aller là-dessus non plus. Mais voilà, c'est terrain glissant. T'inquiète pas. D'accord, donc c'est vraiment super chouette ce que je vois là voilà, je vous invite à aller regarder, mais donc The Moon Project, donc ça c'est des produits qui sont entièrement conçus et développés, pas forcément pour être vendus en ligne, j'imagine, mais bien être vendus en grande distrib, j'imagine, je sais pas, la grande récré ou non. Faut quand même pas pousser Mamie dans les orties, non. Là, je te le dis, la grande récré c'est beaucoup trop beaucoup trop innovant pour la grande récré. Déjà parce qu'ils ont un rayon filles-garçons, donc ils sauront pas trop où mettre ces jeux-là. Mais aussi parce qu'ils sont pas... c'est des boîtes qui ne portent pas de valeur, mais ils le disent. Je crois que c'est la Grande Récré, ou peut-être Toys R Us, il y en a un des deux qui m'a dit clairement, chez nous, nous ne portons pas de valeur. Donc c'est clair. Mais ça va changer, je pense dans 2 ans, ils viendront retoquer à notre porte. Non, nous, on a très bien vendu chez Monoprix, chez Citadium, chez Pickwick, qui sont les 3 qui nous ont vraiment suivis. C'est important ce que tu dis, et pour Monoprix et pour Citadium, pour Pickwick, de dire que ce qui porte ses valeurs, et pour la Grande Récré, parce que je sais pas la portée de cet épisode après 1 heure de podcast, mais en l'occurrence... c'est assez fort comme message. Et puis tu vois, la directrice de Pickwick est venue me voir parce qu'on a fait un salon grand public où ça s'est assez mal passé. On a eu beaucoup de haters et c'était très dur. J'avais posté une vidéo sur LinkedIn. Et après, on a refait un salon pro et la directrice de Pickwick est venue me voir en me disant « Mademoiselle Pierre, sachez qu'on porte les mêmes valeurs que vous, qu'on mettra vos jeux en ligne et en magasin et qui seront très bien mis. Continuez. » Et je trouve ça très, très classe, très beau. Enfin, c'est une grande chaîne quand même, donc ils sont très chouettes. Ouais. Et c'est marrant, donc les gens qui n'adhèrent pas sont vraiment haters. Ouais, on a eu des réactions complètement dingues à la Kid Expo, mais beaucoup, parce que je faisais des stories sur Instagram pour expliquer à quel point c'était hallucinant, genre une maman qui joue au mémo et qui voit une pilote et qui me dit devant sa fille de 7-8 ans c'est complètement n'importe quoi que vous fassiez ça. Pourquoi vous mentez aux enfants? Vous savez très bien que les femmes ont aucun sens d'orientation. C'est très dangereux de mettre des femmes pilotes. Mais elle ne rigolait même pas. D'avion? Oui, des pilotes d'avion. Donc, mais elle prend des avions, il y a quand même... Oui, c'est ce que je lui explique. Je lui dis, mais vous vous rendez compte quand même qu'il y a des pilotes aujourd'hui, des femmes qui... Enfin bon, tu vois, et des comme ça, mais toute la journée pendant 5 jours. J'étais dans un état de... C'était très dur. Tu lui as dit qu'il y avait des femmes qui conduisaient des voitures aussi. Attends, mais il y a eu un papa qui m'a dit, parce qu'on avait une footballeuse, et il y a un papa qui m'a dit « Ah là là, je suis bien content que le football soit interdit aux femmes. » Je dis « Mais vous vous rendez compte quand même qu'en 2019, il y a la Coupe du Monde féminine ?» Il me dit « Ah non, vous voyez, je le savais pas, ça veut dire que ça devrait être interdit. » Je dis « Ah super. » Ouais, donc tu vois, ça va assez loin. D'accord, c'est vrai que ça, bon, tout ça, donc tu contribues à faire évoluer tout ça, c'est intéressant. Et c'est un nouveau combat qui est, du coup, pour toi, par rapport aux maths, tu le positionnes comment? C'est une opportunité business? C'est un truc qui était en toi et que tu avais envie de changer? Je pense que c'était un truc qui était fondamentalement très ancré en moi et que j'ai nourri avec toutes ces années d'entrepreneuriat.
Et c'est sorti vraiment de moi et de l'équipe de manière très spontanée. Et il se trouve que c'est une super opportunité business. J'en étais pas aussi sûre au moment du lancement. Et au final, les 6 derniers mois, il y a eu énormément d'autres projets aussi qui ont fait qu'on n'était pas tout seul à faire ça. Donc aujourd'hui, c'est une super opportunité business. Est-ce que ça a porté les jeux sur les maths aussi? Ouais. Ça a fait augmenter le chiffre d'affaires sur le reste. Et ça c'est chouette. Aussi parce que les gens viennent beaucoup par The Moon Project, se rendent compte qu'on fait des choses qui sont belles et simples. Et intelligentes. Et qu'on aborde des sujets complexes, mais de manière ultra cool. Ils se disent, bon, bah, si elle fait ça sur l'égalité, elle doit bien savoir le faire sur les maths. Et en deuxième commande, ils prennent des maths. Et là, je me dis, yes! Donc, c'est ton cheval de Troie, en fait. Yes, exactement. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu dis, vous êtes rentable. Vous êtes combien? On est 5. D'accord. Donc c'est une boîte qui fait quelques centaines de milliers de chiffres d'affaires, c'est ça? Entre 500 et 1 million, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et que tu as vendu? Ouais, que j'ai cédé il y a 1 mois et demi, ouais. D'accord. Pourquoi? C'est une bonne question. Donc fin d'année, ça faisait 1 an et demi que j'étais toute seule, je commençais à être un peu fatiguée et je me disais, ok, donc il faut que soit que j'arrive à recruter quelqu'un qui va me challenger aussi intellectuellement, etc. Donc il faut que je relève en même temps pour accélérer. On avait énormément d'opportunités en retail, mais ça demandait tellement de BFR, c'était impossible de suivre, donc je freinais en permanence. Et puis un truc qui j'imagine qui marche en français, tu peux te dire ça peut aller aux États-Unis assez vite. Oui, mais c'était impossible. Ouais. Là, on vient de signer en Espagne, mais c'est des engagements financiers qu'on pouvait pas tenir. Et donc je me dis bon bah allez levons. Et en fait, en allant lever, je me retrouve avec 3 propositions de rachat. Et des propositions, bien sûr, de lever. On était ultra sexy avant la fin d'année. Tous les médias parlaient de nous. On faisait des super chiffres. Et est-ce que ton... juste parce qu'on a commencé là-dessus et que du coup, dans notre échange, c'est moi qui ai poussé là-dessus, mais est-ce que tu dirais que ton cursus... au-delà du fait que tu as appris plein de choses et que ça t'ait probablement appris à travailler, à être intelligente et à faire un certain nombre de choses, est-ce que tu penses que ton cursus est un gage qui va au-delà de ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant Non, je veux dire, c'est il y a un truc rassurant. T'es investisseur, tu dis la meuf, elle a un je pense double que c'est diplôme. rassurant et surtout il y a un énorme réseau à Sciences Po, donc on se retrouve toujours avec quelqu'un qui a fait Sciences Po. Enfin c'est. Mais après, il y a des moments où j'ose pas trop dire que j'ai fait Sciences Po parce que du coup, on va me mettre dans une case. Donc, tu vois, en fonction d'avec qui je parle, je vais le dire plus ou moins ouvertement de mes études. Et puis je veux quand même que les gens arrivent à me connaître au-delà de mes études. Donc, de pas faire mettre dans une case, tu vois, c'est comme depuis que j'ai lancé les jeux sur l'égalité, j'ai l'étiquette féministe. Donc, ça devient un peu lourd auprès de mes proches. Voilà. Tout de suite, on te met dans une case, quoi. Je suis la Sciences Po, en plus qui est féministe, celle-là, elle va être relou au dîner, quoi. On peut faire des blagues potaches encore avec toi ou pas? Tu peux. Non, ça ira. J'évite quand même. Oui, évite. Non, mais je suis chef d'entreprise. On a pas mal de femmes, une majorité de femmes chez Cosa Vostra. C'est pas drôle, c'est fini. C'était d'un autre âge. Exactement. D'accord. Et donc, tu as ces 3 propositions. Vous avez un truc sexy. Je reviens à ma question, pourquoi? Ouais, pourquoi? Et du coup, on a un truc sexy et je me dis, bah écoute, j'avais même pas pensé, why not? Il y en a un, en fait, avec qui j'avais déjà un peu travaillé, avec qui je m'entendais bien. Je trouvais qu'il avait une belle vision de l'éducation. Donc, il fait des cours d'anglais pour les enfants, qui s'appellent les petits bilingues. Et vraiment, bon fit humain, où je me dis, ah tiens, j'aimerais bien bosser avec cette personne. C'est important ce que tu dis. Ouais. C'est très important parce que non, mais souvent on voit les aspects financiers et le fit humain. Il y a quand même il y a une projection, il y a un follow-up, il y a un suivi sur tout ce que tu as créé, etc. Ouais. Donc c'est pas. Et puis surtout, je voulais quelqu'un qui comprenne aussi tout ce qu'on a fait et qui voit pas juste l'opportunité business de on va faire plein de trucs sur le féminisme. Nous, on fait des trucs éducatifs. Je veux qu'on continue à innover en maths et dans plein d'autres domaines. Donc, il fallait quand même quelqu'un qui me suive depuis pas mal de temps. Et puis, écoute, on est rentré en discussion et de fil en aiguille, je me suis dit, bah ouais, ça paraît assez évident. Ça va nous permettre de régler pas mal de problématiques qu'on se pose en ce moment. Puis ça fait sens. Et puis, on va aussi pouvoir partir sur, tu vois, là, en ce moment, on développe une offre sur des cours de maths, donc des cours de maths innovants.
Et c'était un rêve un peu enfoui, tu vois, en mode genre, si on avait l'argent et surtout le réseau, ça serait cool. Et là, ça va se faire. Ça, t'aurais pu le faire en levant. T'aurais pu le faire autrement. Ouais, j'aurais pu faire en levant, mais c'est un autre métier, le service, quand même. Ouais. Enfin, là, c'est en levant et en recrutant des gens high profile. Et je pense que je me suis dit, écoute, j'ai envie d'apprendre. Donc, ouais. Donc là, t'as pris de l'argent, du cash. Et j'ai encore pas mal de parts. Dans ta boîte ou dans la boîte Dans ma boîte encore. D'accord, donc t'as pas tout vendu. Non, j'ai pas tout vendu. Et t'as pas de part dans sa boîte. Non. En revanche, d'accord. Ça n'a pas été un sujet, ça. Non, parce que lui, il a levé auprès d'un fonds assez gros et c'était pas forcément sur la table. Ok. Donc, t'as vendu une majorité, avec une option de rachat sur le reste, j'imagine, dans quelques années, ou voilà, qui fait que t'as intérêt à ce que ça marche. Exactement. Comme ça, tu seras vraiment super. D'accord. Tu dois rester combien de temps? 4 ans. 4 ans. Très bien. Et t'es à Donf, là, toujours, du coup, voire encore plus. Je suis à Donf, voire encore plus. Ouais, c'est cool de voir qu'il y a des nouveaux projets, qu'il y a plein de choses. Aussi, humainement, je me sens moins seule. Et alors j'ai une équipe géniale, mais il y a quand même des moments où la vie d'entrepreneur c'est beaucoup de solitude et il y a des moments où c'est très dur. T'as besoin de conseils. Exactement. Et je crois que heureusement t'as plein de podcasts qui sont super bien. Tu vois. Comme le tien. Non mais oui, mais n'empêche que je suis quand même assez jeune, donc je sentais aussi que j'avais besoin à ce stade-là d'apprendre de quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté et d'avoir un mentor quoi aussi, mais dans le business qui est ultra intéressé aussi par ce que je fais. Et pour remonter un autre truc après, qui sait, mais ouais, je pense que c'était le bon moment, quoi. C'est assez fou, hein, cette précocité quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été assez fier d'avoir monté ma première boîte à 25 ans. Toi, à 25, 26, en tout cas, t'as levé des fonds, t'en as vendu une. C'est assez intéressant de voir le côté très... Tu t'en rends un peu compte de ça Non, pas du tout, non. Non, il y a beaucoup de moments où je me dis est-ce que j'ai fait assez, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire, non, je suis assez dure avec moi-même, donc je prends pas beaucoup de temps pour me non. Est-ce que t'as appris à connaître Paris finalement alors? L'avantage c'est que je me suis fait plein de potes entrepreneurs. D'accord. Et qui dit travailler beaucoup dit aussi faire pas mal la fête. Okay. Et là j'ai appris à connaître Paris. D'accord. Mais t'as quand même, dans les intros, j'ai pas rebondi là-dessus, mais j'ai l'impression que t'as quand même un sujet. Potentiellement partir de Paris, c'est pas une... Là tu vois, je reviens de 6 mois à Lisbonne, où je travaillais en remote. Tu peux faire ça? Ouais, l'avantage d'avoir une petite boîte où on est 5. Ouais, je peux faire ça. Et ça, c'était vraiment très très chouette. Et là, je me suis vraiment rendu compte que Paris, j'avais fait un peu mon temps dans cette ville, quoi. Je viens du sud, quoi. Je viens du soleil, je viens de la nature. Alors, je savais pas ce point sur Lisbonne, en l'occurrence, mais c'est hyper intéressant. T'as des équipes à Lisbonne, non? Non, Tunis, Bordeaux. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a des rendez-vous à Lisbonne pour un client dans pas longtemps. J'ai un de mes associés qui me dit, oui, non, là, je pourrais pas être à ce rendez-vous parce que je serai à Lisbonne avec Julie et Juliane, en l'occurrence. Et je lui dis... ouvre une filiale à Lisbonne. Ah bah ça c'est clair. Là-bas, voilà. Et puis il y a plein de compétences incroyables. C'est vraiment assez. C'est une ville incroyable. Ouais. Mais donc, comment tu gères ta boîte de Lisbonne avec 4 personnes à Paris? Raconte-moi un peu. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup d'investissement personnel. Du coup, tu dois être assez présent. Les 4 personnes sont à Paris. Physiquement dans le même bureau? Ouais. Tu leur autorises de bosser de chez eux? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs. Ou de faire ce qu'ils veulent, oui. Par contre, ils l'ont jamais fait, tu vois. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des personnes qui préfèrent être dans un bureau. Ensemble, bureau. Et puis, il y a avant, après le bureau. Voilà. C'est un moment. Et puis, surtout, la boss est pas là, donc je pense que l'ambiance est... Enfin, ils sont bien, quoi, tous les 4, tu vois. Ouais. Et je revenais une fois toutes les 2 semaines. Pour 2 jours? 2 jours, ouais, okay. Voilà. Pour faire... Le problème, c'est que c'était essentiellement des rendez-vous, donc je les voyais quand même assez peu. On se faisait une réunion le lundi matin, Slack tous les jours, et je les appelais une fois par jour pour savoir comment ça allait, échanger sur un truc, etc. Et le boulot est assez en asynchrone, c'est-à-dire que... Ouais, franchement, trop bien. Et puis, tu vois, il y a des gens parfois qui te font déplacer pour un rendez-vous, tu vas à l'autre bout de Paris, puis après tu te dis, purée, ça va à rien. Alors que là, je leur disais, écoutez, je travaille depuis Lisbonne, venez, on fait un call. Et... C'est un énorme sujet. Non, mais c'est incroyable, j'ai gagné tellement de temps. Et puis surtout, tous mes rendez-vous étaient cumulés dans une journée où je savais que cette journée-là, oui, je pouvais pas répondre à mes mails, mais ça serait une journée de rendez-vous. Alors à la fin, t'es fatigué,
Mais au moins, t'as fait qu'une journée de rendez-vous. Et à Lisbonne, je travaille tellement bien. Et je finis tôt. À 18h, c'est fini. J'ai tout fait, je suis épuisée, mais personne ne m'a dérangée. Je fais ma journée de taf. J'attaque des sujets de fond. Enfin, c'était vraiment très bien. Mais après, ça demande beaucoup d'investissement parce que tu dois faire attention que ton équipe va bien et tu les vois pas. Et c'est quoi les quelques secrets, les enseignements? Parce que je pense que c'est quand même une manière assez... nous, on a alors... en fait, depuis la création de Cosa Vostra, on a toujours très vite eu plusieurs bureaux. Donc, bien qu'on soit une petite boîte, hein, on est une petite cinquantaine, on a 4 bureaux plus quelques personnes qui bossent en remote de chez eux. Donc, virtuellement 6 bureaux, potentiellement, voire un peu plus. Donc évidemment, il y a du Slack, il y a des Trello, il y a des tas de choses, beaucoup de gens qui bossent donc en asynchrone. Et donc asynchrone, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux bosser certains jours, demander un certain nombre, assigner un certain nombre de tâches, et puis te dire qu'en fait, pendant que tout le monde bosse, toi tu bosses pas parce que tu as bossé à d'autres moments. Et en fait, au final, ce qui compte, c'est que les tâches soient réalisées. Il y a quand même un volume horaire à respecter plus ou moins parce qu'il y a des contrats de travail et des choses comme ça. Mais voilà. C'est quoi ton orga, tes conseils là-dessus, si tu en as? Tu as parlé de Slack, mais... J'étais très transparente avec eux et j'ai beaucoup préparé le terrain. J'ai mis 1 an à leur dire, écoutez, je vais partir, je veux que ça se passe bien. Donc, beaucoup préparé en amont, que ce soit mes clients et mes salariés. Et surtout, je leur disais, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le moi, parce que je ne pourrais pas voir physiquement que vous êtes frustré, que vous faites la gueule. Dites-le moi, trouvez un moyen. Donc, on avait des systèmes... Ouais. Où ils m'envoyaient un petit est-ce qu'on peut parler, voilà. Transparence à fond. Après, à Lisbonne, on a 1 heure de moins, donc je me levais assez tôt pour être vraiment ultra là, virtuellement, quand ils arrivent au taf, et d'avoir déjà préparé leurs tâches, d'avoir vu un peu ce qui se passait, etc. Donc moi, personnellement, ça me demandait un peu d'organisation là-dessus. Donc un call 1 fois par semaine, mais tous les jours, t'avais quand même... On avait une réunion tous ensemble le lundi matin pour lancer la semaine, sur les sujets, etc. Et tous les jours, je me débrouillais pour en appeler au moins un, pour parler de un de ces sujets. Enfin, en soi, en termes de contact, c'est pas grand-chose. Non, ce qui est pas grand-chose, mais tu vois, ça a suffi. Et puis quand je revenais, je proposais qu'on aille boire une bière, ou qu'on aille, j'ai invité au resto, Et au final, ça a très bien fonctionné. Et même pour eux, ils l'ont pas du tout mal vécu. Après, tu vois, on a eu une semaine de salon, donc je me retrouvais avec eux pendant 1 semaine. Mais non, ça s'est très bien. Honnêtement, ça s'est très très bien passé. Après, c'est plus toi en tant qu'entrepreneur. Là, tu es vraiment seul. Donc, à balancer avec le fait que tu as une équipe de vie qui est 1000 fois mieux parce que tu es dans une ville qui est incroyable. Mais là, t'es vraiment seul. T'as même plus ton équipe, quoi. Et c'est durant cette période que t'as vendu ta boîte en plus. Ouais, c'est en partant aussi. En partant, je commençais à lever, etc. Et je me suis dit, ouais, attends, je pense que je peux revendre là. Ouais, c'est un bon moment. Question technique, tu dis quoi dans ta réunion du lundi matin? On fait de quoi je suis fière de ma semaine, sur quoi je pourrais travailler pour que ça aille mieux. Est-ce que j'ai des alertes à donner? Est-ce que j'ai rempli mes objectifs de la semaine? Pourquoi j'ai pas rempli certains objectifs? Et qu'est-ce que je me souhaite pour cette semaine qui arrive? Quels sont mes objectifs de la semaine? Voilà. Du coup. Ok. Okay. Et c'est top parce que ça permet quand même à chacun, même si on est tout petit, mais ça permet quand même à tout le monde de savoir un peu ce que fait chacun. Mais c'est très dur, mais c'est aussi tout petit que tu peux respecter des choses comme ça. Ouais. Nous, on avait un certain nombre de choses où, par exemple, alors j'ai un problème avec la terminologie objectif. Moi, j'aime bien la terminologie engagement. Ouais. Parce que l'objectif, c'est fait pour pas être respecté. L'engagement, à l'inverse, c'est quelque chose... T'as raison. Et du coup, je travaillais beaucoup sur les engagements de la semaine. Mais en fait, aujourd'hui, je peux plus faire ça sur un staff meeting. Il faut le faire par équipe, mais tu peux pas le faire avec 45, 50 personnes. Bah ouais, je pense qu'après, il faut que ça fait un tour de table qui dure 1 heure, en fait. Quoi, tu vois, donc c'est, et puis avec des gens qui ont des tâches qui sont très, très différentes. Donc, du coup, c'est intéressant aussi pour ça que je pose cette question. Parce que selon les tailles de la boîte, on a différents staff meetings. D'accord. C'est quoi ta pire nuit blanche d'entrepreneur? Ma pire nuit blanche d'entrepreneur. On a eu j'en ai eu plusieurs, mais on a eu un moment où vraiment on attendait une subvention de la BPI qui a mis plus longtemps à arriver que prévu, et ça devait être le 30 novembre, plein dans Noël, et plus d'argent pour payer le staff. Et là vraiment, j'avais pas dormi de la nuit en me disant mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais leur dire, est-ce que je dois licencier des gens? Personne ne savait qu'on allait pas bien parce qu'on attendait cette subvention qui devait arriver le 15 novembre. Elle arrivait le 15 décembre. Ça a été horrible. Donc, j'ai fait plusieurs nuits blanches. Ça, c'était très dur. Du coup, tu fais quoi?
Du coup, je fais quoi? J'appelle la banque, j'appelle un peu les investisseurs en mode problème. Tu les as payés? Problème. Et surtout, j'ai dit à mes salariés, les gars, je suis désolée, je sais pas comment faire. Qui est le plus pressé, quoi? Et on va faire par ordre de celui qui est le plus pressé. Et on a fait comme ça. Ça a été pas du tout agréable, surtout à Noël. Où tu vends énormément, mais sauf qu'en fait, tu factures, mais t'as pas du CA qui rentre. Tes employés, ils fêtent Noël aussi, ils ont besoin d'acheter des cadeaux, et toi, tu peux payer personne. Potentiellement, tu peux créer une grosse rupture de confiance. Ça a été vraiment très dur. Et je dormais pas, donc j'étais pas du tout de bonne humeur, j'étais ultra stressée. Et dans ces cas-là, t'es pas du tout généreux aussi sur, normalement, le lundi matin, j'apporte le petit-déj, là, tu parles. Moi, je me payais plus depuis 2 mois, j'étais en mode genre, vite, il faut que ça arrive. Là, quoi, c'est en 2017, ouais. Donc, d'accord. Et au final, tout s'est très bien passé. La sub est arrivée. Et puis nous, on a encaissé le chiffre d'affaires en janvier sur tout ce qu'on avait facturé pour Noël. Et c'est passé parfaitement. Mais voilà, c'était très dur. De toute façon, c'est toujours la trésor. Ces employés sont toujours là aujourd'hui. Alors, ils sont partis au fur et à mesure, mais pour faire d'autres choses, devenir freelance, etc. Mais ils sont restés longtemps avec moi. Ouais. Ils sont restés 3 ans à peu près. D'accord. Si tu devais me parler on a l'impression que tu n'as jamais eu d'échec. Mais tu rigoles. Si tu veux me parler de ton échec préféré. Mon échec préféré. Il y en a eu beaucoup, hein. Mais on a lancé des cours. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est. Donc on a lancé des cours. On était au Grand Voisin dans le 14e pendant 2 ans. Donc on avait un super espace au Grand Voisin, magnifique. Je sais pas ce que c'est les Grands Voisins. Les Grands Voisins, c'est un magnifique endroit qui est dans le 14e. D'accord. Où il y a plein d'entrepreneurs sociaux, beaucoup. Ok. Et donc on avait un superbe espace et on commence à lancer ces cours et on investit beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et c'était des cours les plus innovants au niveau de la pédagogie, cours de 3 heures. Et en fait, on a dû avoir 2 enfants le premier cours, 1 enfant le 3e cours, puis on était 4 animateurs. Et j'étais tellement omnibulée par le fait que ce truc est incroyable au niveau pédagogique, mais personne ne sera prêt à payer pour ça. On n'a pas la force commerciale. Ça a été l'horreur. Et au bout de 1 mois, on a décidé d'arrêter et j'ai jamais ressorti ça devait être en 2016. J'ai jamais ressorti le dossier de sous les cartons. Et là, enfin, je le relance avec des gens qui savent ce que c'est que le métier, qui me cadrent aussi. J'ai quand même un côté un peu créative, un peu d'impulsion quand même. J'ai le sang chaud du Sud, quoi. Si j'ai une idée et que je me dis qu'elle est géniale, je fais wouhou, allez, on y va. Donc là, ça va être, je pense que ça va être très bien ces cours-là. D'accord. Septembre 2019, ça arrive. T'as eu beaucoup de doutes dans cette aventure, ouais. Ouais, énormément, ouais. Ouais, c'était quand même, enfin, c'est toujours, là, beaucoup moins, mais c'était une aventure très, très difficile. Aussi parce que j'ai pas eu du tout d'expérience avant, donc il y a beaucoup de moments où je me sentais pas légitime, où j'ai dû manager des gens beaucoup plus âgés que moi, donc c'était, enfin ça a été difficile et j'avais l'impression de rien d'y connaître, donc j'ai dû me donner confiance en moi tout le temps et eu envie d'arrêter peut-être 1 jour sur 2, quoi. Et puis en fait j'ai jamais arrêté. Je sais que tu me disais que tu avais écouté quelques épisodes de Génération Do It Yourself. Est-ce que tu as écouté celui de Chanty? Ouais. Et c'est drôle, je l'ai écouté parce qu'elle l'a partagé et on s'est rencontrés à la Veuve Clicquot. D'accord, oui. Où on était toutes les 2 finalistes. Oui. Et c'est marrant parce que Chanty vient de Pertuis où je suis née. Oui, c'est pour ça que je te pose la question, parce que on s'entend bien. Petit village du Sud. Mais moi, je viens d'un plus petit village que Pertuis. Okay. En fait, chez Chanty, il y a ce côté autodidacte qui est très intéressant. Ouais. La question que j'ai à te poser là-dessus, c'est quel est le poids. J'en ai plusieurs, je suis revenu là-dessus, mais parce que je trouve que c'est vraiment le parcours d'excellence que tu as eu me fascine. Est-ce que, quel est l'impact selon toi de ce parcours sur Topla? Est-ce que tu crois que tu aurais pu faire Topla si t'avais à la sortie du bac en donnant des petits cours ouais, en fait, je pense que ce qui a le plus impacté, c'est ma famille. C'est le fait que vraiment, je pense que c'est eux qui m'ont tout donné. En fait, si je pose cette question, pardon, elle est importante pour moi. C'est pas tant sur, c'est juste que je veux pas qu'on je veux pas qu'on pense que Génération Do It Yourself c'est l'apologie des grosses études et de l'excellence, et que en fait alors je veux pas non plus biaiser ta réponse en disant parce que évidemment ça sert vite, t'as un réseau, t'as des tas de choses, tu vois, mais je rappelle cet épisode de Chanty qui est né pas loin de là où t'es né, qui est une fille brillante et que j'admire énormément aussi,
qui a à peu près ton âge et donc voilà, parce que je veux pas. J'avais trop d'HEC à un moment. Je suis très admiratif aussi devant les gens qui ont fait HEC, qui ont fait des tas de choses. C'est une très belle école et voilà. Et j'ai été fier de faire des cours là-bas. Mais c'est pas un passage obligé, quoi. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. C'est pas un passage obligé et notamment Sciences Po. Pour le business au day-to-day, honnêtement, j'ai dû tout apprendre toute seule. Donc après, moi, ce que ça m'a donné, c'est juste ça m'a donné la confiance en moi nécessaire pour le faire. La légitimité dans certains moments. C'est plus là où je pense que ça m'a aidé. De me dire, non, t'es pas nulle, Héloïse. Aux yeux des gens, t'as quand même fait cette école. Même si au fond de toi, tu sais que ça ne veut rien dire. Oui. Tu vois, c'était un peu comme la carte qui me permettait de... Mais le 10 décembre, quand tu dois de l'argent à tes employés, voilà, là, 10 jours, ça te sert pas à grand chose. Ouais. Et puis il y a même parfois où je me dis, mais pourquoi t'as fait cette école? C'était même ce que t'as appris là-bas, c'est même pas ce qui te drive dans la vie, c'est même pas ce qui te plaît. Donc, tu vois, il y a des... Et c'est marrant parce que tu parles beaucoup de Sciences Po par rapport à quand même ton double diplôme. Ouais, tu vois, parce que Sciences Po, c'est une école et donc c'est très, tu vois... Oui, mais qui est pourtant, semble-t-il, très important. Les maths ouais, c'est clair. Mais la fac, c'était beaucoup plus... c'était la fac de Tolbiac dans le 13e, beaucoup moins de moyens... où il n'y avait pas cette envie de fédérer, de créer une promo, on t'éduque pas à avoir le network avec les matheux, quoi. On dit, vous êtes des matheux, voilà. Ce qui est probablement quelque chose qu'il faut travailler dans les Ah ouais, c'est clair. Et surtout... Tout le monde me dit, t'es à Sciences Po. Je dis, oui, c'est beaucoup plus dur de passer d'une année à l'autre à la fac que de passer d'une année à l'autre à Sciences Po, où tout le monde passe d'une année à l'autre à Sciences Po. À la fac, c'est un engagement énorme. C'était tellement de travail. Pour moi, les études à la fac, ça m'a aussi appris que les gens qui font la fac, purée, ils s'accrochent, quoi. C'est vraiment pas du tout donné. Et puis on te soutient beaucoup moins aussi. Beaucoup moins. Ouais. Et puis c'est énorme. Et puis même la bibliothèque est 1000 fois moins bien. L'amphi est horrible. T'écris sur des trucs où t'as même pas la place. Enfin, le confort de travail est 1000 fois moindre par rapport à Sciences Po. Donc, si tu y arrives à la fac, t'es un warrior, quoi. T'as eu envie, t'es un combattant, quoi. Parlons bouquins rapidement. Il y a des livres que tu lis, que tu recommandes, que tu offres spécialement. Oui, mais alors, tu vois, autant j'écoute des podcasts un peu entrepreneuriaux, mais non, je lis beaucoup de bouquins un peu féministes. D'accord. Comme. Voilà. Le dernier de Chimamanda Ngozi est magnifique. D'accord. C'est Lettres à Ijawale. Si vous avez des papas ou des mamans qui ont eu une petite fille récemment, c'est un très beau cadeau à offrir. D'accord. On mettra les notes. Et non, je lis beaucoup de romans, en fait. J'essaie de lire pas mal de romans, ça me permet de voyager. Ok. Sachant que j'ai l'impression, t'as parlé rapidement d'Indonésie, mais aussi par exemple de l'impact de tout ce voyage à New York pour ton business. C'est un truc aussi important dans le business. Ouais, le voyage, c'est super important. Ça te permet d'avoir des idées. Si tu restes tout le temps à Paris, il y a un moment où tu vas croire que tous les gens sont des Parisiens, quoi. Si tu avais l'opportunité de te murmurer un petit truc à l'oreille quand je sais pas, quand tu rentres, quand tu arrives à Paris, qu'est-ce que tu te dirais? Je pense que je me dirais, t'es pas parisienne, mais ça va aller. T'avais peur? Ouais, j'avais peur, je me sentais pas à la hauteur. Et puis, à Sciences Po, la première chose que mon prof de droit quand même m'a dit, c'était mon premier cours devant toute la classe. Il me demande de me présenter, je me présente et il me dit, Mademoiselle Pierre, il va falloir apprendre à parler le français, je veux plus entendre cet accent. C'était horrible. J'avais 18 ans, j'avais un accent, mais bon, comme toute personne du Sud. Et ça a été dur. C'est un gros sujet, ça, aujourd'hui. Ouais, c'est un gros sujet. Et puis, non seulement tu parles pas le même français, t'as pas les mêmes références. Je connaissais rien, j'avais aucune culture générale. Mes potes, la moitié, elles étaient enceintes, tu vois. Enfin, c'était vraiment, j'étais dans un autre univers spatio-temporel, t'as aucun code. Et ça m'a suivi. Et même aujourd'hui, parfois je me dis, ok, ça va aller, tu peux y arriver. Le toi aussi, Parisien, t'es légitime. La Parisienne, ouais. Pour rentrer dans le truc, au début, ça t'éblouit un peu aussi, ouais. Et cet accent, tu l'as perdu, du coup. Ouais, je l'ai perdu, ouais. J'ai appris à l'effacer. Tu l'entendras que à la sortie de la gare d'Aix, quand j'arrive chez moi et que je me dis, ça y est. Tu peux me dire quelle est la couleur de ce boîte, s'il te plaît? C'est rose. Et du coup, ouais, c'est un sujet parce que il y a pas mal de journalistes c'est assez marrant, hein, qui récemment sont un peu révoltés là-dessus parce qu'en fait l'accent du sud, du sud-ouest, du nord, tout de suite ça paraît comme c'est dégradant, quoi. T'as l'air un débile, quoi. Ouais, exactement. Et puis si t'as l'accent chantant, ça veut dire que tu viens de là-bas, que t'es un peu feignant, que
Tu vois, tout de suite, on associe des choses qui sont pas forcément positives. Mais ça, c'est une forme de discrimination aussi. Ouais, carrément, ouais. Et en plus, tu vois, on se fond dans le moule pour surtout pas qu'on nous reconnaisse, quoi. Donc ouais, c'est clair. Et c'est une discrimination qui est tolérée encore en revanche, là, carrément. Ouais, carrément, je suis d'accord. Ouais. Je veux dire, tu peux te moquer gentiment d'un quelqu'un qui a un gros accent. Exactement. On se dit pas c'est quel connard celui-là. Exactement. Comme dans les années 80 où tu pouvais te moquer gentiment d'un noir parce que ouais, c'était quand même marrant. Ouais, c'était quand même. T'as raison, je vais faire un jeu sur les accents. Alors en carte, ça va être plus compliqué, hein, mais ouais, je vais réfléchir. Ça va être de l'audio. Voilà, on va parler. Écoute, je suis ravi. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai rien oublié, je crois. On a fait un bel épisode, Héloïse. Avec plaisir. Je suis ravi de voir à quel point on peut être résilient sur plein de choses, bosser autant, faire des choix, prendre ses responsabilités. Je suis impressionné par aussi même cette manière. Tu n'hésites pas à dire les choses et la manière dont tu m'expliques comment tu t'es séparé de tes associés, c'est des choses que j'ai assez peu entendues sur ce podcast. Pas du tout, mais c'est des choses dont on parle assez peu, qui sont dures à évoquer. Et le fait de le faire là aussi, c'est un vrai courage. Donc, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de Topla et pour le reste. Et puis voilà, je dis à tous ceux qui sont encore là, on a fait un épisode plus court que d'habitude parce que t'es plus jeune, donc du coup t'as pas vendu encore 12 boîtes, mais on fera ça à la prochaine, quoi. J'ai maintenant, quand je fais un épisode d'1h30, je suis perturbé, c'est trop court. Là, t'avais déjà 1h30 voilà. Ah oui, bah attends, c'est bon. Et voilà, tu le feras écouter à tes parents, et puis voilà, à tout le monde. Je suis ravi en tout cas. À tous ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à partager cet épisode pour faire comprendre à vos potes qui viennent du sud, du nord, de régions, qui ont des accents, qui sont des femmes, qu'on peut réussir jeune, qu'on peut je dis réussir, en plus ce terme est un peu, en tout cas s'éclater, faire ce qu'on veut, travailler. J'ai l'impression que c'est ton cas, et que c'est dur quand même, mais que c'est beau et que ça fait du bien. Et votez pour cet épisode sur iTunes et partagez-le autour de vous et partagez-le sur les réseaux sociaux, et puis vous me ferez plaisir au moins pour ça. À bientôt, Héloïse. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.